Bonsoir tout le monde. Déjà, merci Agora de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance pour aujourd'hui modérer. Bonsoir à tout le monde et je vous remercie aussi pour votre présence. Il y en a quelques profils que je reconnais de LinkedIn, de Clubhouse. Peut-être qu'on ne se connaît pas encore et qu'on se connaîtra d'ici la fin. Moi, c'est Suzanne, Oulimata Suzanne ici. Je suis une étudiante alternante en finance, contrôle de gestion. En parallèle, j'ai d'autres activités, donc je suis militante panafricaine. Je suis également écrivaine politique pour des blogs. Voilà, j'aime beaucoup partager, échanger avec les autres. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'en découvrir plus concernant ce que vous faites, concernant vos profils, parce qu'honnêtement, en termes d'entrepreneuriat digital, c'est pas un domaine que je connais forcément. Donc, ça a été un plaisir pour moi de travailler avec Gora aujourd'hui pour préparer les questions et pour pouvoir vous les poser. Donc, voilà. Ça, c'est moi. Donc, je vais faire, ce que je vais faire d'abord, c'est vous laisser à tour de rôle vous présenter, si possible, nous dire ce que vous faites. Donc, je pense que l'honneur aux dames. On va commencer avec Binta, si ça te va. On va se tutoyer si vous voulez. Pas de souci. Ok, oui. L'honneur aux dames, quoi. Oui, voilà. Ça fait plaisir. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Super. Alors, déjà, je vous remercie déjà pour l'invitation. Donc, c'est vraiment un honneur que vous me donnez là de partager un talk avec les grands masters comme ça, des personnes que je connais de loin, d'autres que je connais de près. Donc, je suis vraiment bien entourée et je pense que je vais beaucoup plus être à l'écoute que partager. Je pense aujourd'hui, je suis venue pour apprendre, mais pas pour forcément partager. Parce que avec ce que je vois ici, je pense que je serai à l'écoute, je serai au banc aujourd'hui. Mais bon, je me présente, je m'appelle Bintangom, donc communément appelée Mama Bitcoin dans la communauté crypto blockchain au Sénégal. Et je suis fondatrice de l'entreprise Bleu comme la mer, aussi de Terre Anglaise et de cofondatrice de l'entreprise aussi Game of Trade qui s'active dans les cryptos. Voilà, donc à la base, j'ai eu un bac S et j'ai fait une formation en gestion management. J'ai travaillé, eu une expérience dans différentes entreprises pendant de 2000, fin 2016, 2020, je peux dire. Et j'ai commencé à entreprendre et à lancer mes propres projets depuis l'arrivée de Covid, etc. Voilà. Et depuis lors, je continue aussi à cheminer dans ce milieu d'entrepreneuriat et de communauté aussi, parce que parallèlement aussi, je gère la communauté TESO Sénégal et on travaille beaucoup dans la promotion, dans l'éducation des crypto-monnaies de la blockchain. Voilà, donc en grosso, c'est ça un peu ma présentation en ce qui concerne ma petite personne. Je suis très ravie encore une fois d'être là. Merci beaucoup, Binta. Alors, Samba Berikan, si tu veux nous parler un peu de toi. Samba, on ne t'attend pas. Est-ce que vous l'entendez? Oui, c'est ça. On dirait que tu as un problème de connexion, quoi. On passe sur quelqu'un d'autre en attendant que tu règles ça. Bon, Mohamed Jean. Essayez de lui écrire, oui, Mohamed. Okay. Hello, vous m'entendez? Oui, très clair. Ouais, donc bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Je suis Mohamed Jean. Je suis ingénieur génie électrique de l'ESP. Je suis entrepreneur. Je suis le président de Bloc, l'association pour la promotion des cryptos au Sénégal. Donc, j'ai commencé à entreprendre depuis presque 10 ans quand j'étais au lycée. J'ai eu à travailler sur des projets cinématographiques. J'ai travaillé sur des projets électroniques, sur des projets de e-commerce. Donc, j'ai fait le tour des différents projets pour apprendre par rapport aux différents aspects liés à l'entrepreneuriat.
Donc, c'est un plaisir d'être là pour échanger, de discuter avec les gens que je connais, Abdou, Dien, Abdou, Volcano, donc, et aussi nous, donc je les fréquente souvent. Donc, on se voit souvent sur des activités présentielles en ligne. Donc, je suis heureux d'être là et de partager avec eux et d'échanger avec votre communauté. Merci. Merci beaucoup, Mohamed, c'est très clair. Alors, je ne sais pas si Samba est revenu et que ça va au niveau du micro. Allô? Oui, on t'entend. Ah, Samba, ça bug un peu. Je ne sais pas si c'est moi. Non, c'est Samba. Non, c'est Samba, c'est Samba. On peut passer sur quelqu'un d'autre avant. J'essaie de lui faire un message. Peut-être on enlève la caméra, peut-être. Oui, Samba. Oui, peut-être. Ah, c'est parti. Hussein, bonsoir. Ok, bon, bonsoir à tous. D'abord, merci beaucoup à la communauté de Telenet pour cette invitation. Moi, je m'appelle Hussein Diop, je travaille pour la plateforme Kharala. Kharala est une plateforme de e-learning qui permet à toute personne de se former, quel soit son niveau d'études, la langue qu'elle parle. Aujourd'hui, on a plus de 250 cours et contenus vidéo-texte sur notre plateforme. On a plus de 100 000 apprenants qui suivent régulièrement nos cours gratuits et payant. La mission de Kharal est de rendre l'éducation accessible partout et pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Master Ousseynou. Très intéressant. Merci Hussein pour tout ce que tu fais. Alors, Abdulhad. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très clair. Formidable. Abdul Khadr Diallo, heureux d'être parmi vous ce soir. Moi aussi. Et d'être convoqué par un de mes serviteurs sérieux, notamment Gora. Donc, je suis directeur général du groupe Volcano. Oui, j'entreprends depuis maintenant presque, je sais plus, 11 ans. Ça fait 11 ans de cela. J'ai commencé dans le domaine associatif quand j'étais en France, pendant que j'étais étudiant. Puis j'ai atterri, on va dire, dans l'entrepreneuriat commercial, mais avec une mission assez simple, c'est de transformer la vie de 1 million de jeunes Africains en utilisant les technologies, l'éducation, l'innovation et l'investissement. Donc peut-être on aura l'occasion d'en parler plus en détail, Inch'Allah. Mais heureux d'être là avec vous. Et voilà. Clin d'œil à Ousseynou, à Abdou Dien, à Mohamed, à Samba et à toutes ces autres belles personnes. Machallah. Merci. Merci quand même. Hein. Merci. Bon, Samba, je pense que... Est-ce que tu peux activer ton micro pour te présenter, Samba? Samba, tu es en mode mute. Hein? Oui, allô, bon, donc... vous m'entendez? Oui, c'est bon. Samba, xanaa refuse que amul connexion. Oui, donc on passe en fait sur Abdou, hein? Donc en attendant que Samba règle son problème et tout. Monsieur Abdou Dien. Monsieur Abdou, tu es là? Abdou? On dit qu'Abdou aussi a un problème de connexion, je ne sais pas. Oui. J'essaie peut-être de leur faire un message rapide. Ok, bon, donc t'inquiète. Mais moi, en attendant, j'aimerais bien, si on peut dérouler. Okay. Là, oui, et ils pourront attraper ça, non? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en attendant que les autres ils arrivent, moi j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table rapide, donc concernant une question dont j'aimerais avoir votre avis à vous tous. Donc quand moi je vous dis le mindset d'un entrepreneur,
qu'est-ce que cela vous évoque en fait? Et de manière, puisque c'est une question assez globale qui peut être répondue différemment, mais surtout moi j'aimerais avoir votre avis, votre expérience personnelle sur comment vous vous êtes lancé en fait dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a poussé? Quel a été l'élément déclencheur pour le début? Donc, pour en premier lieu, mindset de l'entrepreneur, ça vous invoque quoi? Et en même temps, les raisons pour lesquelles vous vous êtes lancé. Donc, tout à l'heure, j'avais dit honneur aux dames. Maintenant, Binta, alors moi, je ne voudrais pas que Gora me taxe de féministe, encore une fois, pour me dire que je suis compliquée. Donc, je pense que je donne la parole à peut-être Mohamed. Là, je te laisse faire le tour de table avec les hommes et tu termines par moi parce que là, j'aimerais bien entendre. Moi, je suis au banc. Je suis en train d'apprendre, donc laissez-moi les dernières réponses. Comme ça, je vais mijoter un peu de ce qui se dit de tour, avec le tour de table là. Ben, parfait. Alors, Mohamed, je te laisse y aller. Moi, j'ai commencé à apprendre depuis que je suis au collège, dans la classe de première terminale. Donc, pour les produits graphiques, on faisait du cinéma en parallèle des cours. Donc, ce qui m'animait, moi et d'autres camarades, pour faire ça, c'était plus de l'ennui par rapport aux cours, par rapport à la routine, 8h, 18h. Donc, nous, on voulait faire des choses en parallèle parce qu'on était compétents en informatique, en production audiovisuelle, production cinématographique. Donc, on a appris à faire de l'editing, des VFX. Donc, ça nous a permis de lancer des projets cinématographiques, des courts-métrages de 10 à 15 minutes. Donc, c'est par là que j'ai commencé à en prendre avec des amis. Ensuite, je suis parti à l'ESP. Là-bas aussi, au bout de 2 ans, je me suis ennuyé. Donc, la 3e année, je me suis dit pourquoi pas lancer un projet avec d'autres camarades par rapport à ce qu'on apprenait à l'école, à l'université, dans différents domaines, que ce soit l'électronique, la mécanique, l'informatique. Donc, on avait une équipe de 4 personnes avec des profils différents. Donc, ça, on a travaillé sur un projet qu'on a nommé à l'époque Concept Tech pour mettre en place des points de dépôt et de retrait de colis. Donc, on a travaillé sur ça la 3e année jusqu'à la 5e année. On a fait notre mémoire dessus. Et ça, c'était la 2e expérience qui m'a permis un peu de développer et de consolider les acquis que j'avais lors du premier projet au collège. Donc, ça, moi, personnellement, ce qui m'animait, c'était plus par rapport à l'expérimentation, par rapport à sortir du cadre qui était défini pour expérimenter de nouvelles choses. Et ça m'a permis d'avoir des compétences complémentaires qui m'ont servi en design, l'approche par rapport à comment faire des séquences. Et donc ça a formaté un peu mon mindset. Et ça a été utile autant dans les études et autant en dehors. Parce qu'avec ces différentes expériences, tu apprends à faire la connexion entre différents domaines, entre différents aspects. Et donc, dans un premier temps, moi, c'est ça qui m'animait, la passion d'apprendre, d'expérimenter. Et avec le temps, c'est devenu quelque chose qui est en moi. Donc, c'est ça la base pourquoi j'ai commencé à en prendre. Parfait, merci beaucoup. Donc, Gora, apparemment, Abdou est revenu. Je pense qu'on le passe la parole. Abdou qui se présente. Donc, je ne sais pas s'il était là quand j'ai posé ma question, mais je la repose à Abdou, bien sûr. Donc, la question, c'était quand moi, je vous dis mindset dans l'entrepreneur, qu'est-ce que ça vous évoque et comment c'était au début, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? Voilà. Je ne sais pas si Abdou est là. Bon, Abdou n'est pas encore là, on dirait. Ah, il n'est plus là. Oui, bon, mais on peut passer sur Samba. Mais Oui. Mohamed, en fait, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, c'est quelque chose qui est hyper riche. Donc, en tout cas, merci beaucoup et ça motive grave. Ça, quand même, sincèrement, moi, je te connais personnellement. Je connais que tout ça, c'est une réalité, en fait, et que ce n'était pas du tout facile. Donc, on peut passer sur Samba, comme Suzanne, tu l'as dit. Donc, Samba, tu vas Allô, essayer de j'espère que profiter vous de te m'entendez cette fois-ci. et après répondre à la question. Oui, on t'entend. Oui, Samba, on t'entend, Ah, c'est ok. clair. Sinon, je vais quitter le Sénégal, quoi. Ok, bonsoir à tout le monde. Désolé, c'était encore problème de connexion. Bon, ça part de gauche à droite. Bon, je suis Samba Velikan, je suis freelance développeur et actuellement, je suis aussi formateur à Simplon, mais aussi
auto-entrepreneur depuis quelques années. Donc, actuellement, ce que je fais dans mes temps forts, c'est je déroule des formations actuellement pour Simplon Sénégal en temps plein, mais également avec mon startup, en fait, Sakadou. Donc, on accompagne quelques ONG dans le processus de digitalisation. Donc, on est un peu dans ça, tout ce qui est accompagnement dans le développement des plateformes, la mise en place des solutions. Et en grosso modo, c'est ça. Maintenant, juste pour rebondir directement sur la question de Suzanne, moi, quand on parle de mindset d'entrepreneur, je me dis plutôt c'est quelqu'un qui ne doit pas relâcher parce que ça doit être un mindset qui est compliqué parce que moi, je me rappelle, après mon expérience, j'ai eu à travailler en 2017 comme front-end développeur et tout. Après, quand j'ai arrêté, je me suis dit, bah, voilà, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était pas si simple au début même d'avoir ses premiers clients, d'avoir ses premiers produits. Donc, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Et c'est une phase où, par exemple, si tu n'es pas résilient ou si tu n'es pas endurant, tu vas relâcher. Parce que moi, je me rappelle 2019, à côté, tu vois des appels d'offres, des candidatures. On te dit, oui, viens travailler, on va te payer une somme qui est là. Alors que toi, tu es là, tu vas lancer ta boîte ou tu vas lancer quelque chose, ton projet, tu y crois. Et ça va être un peu compliqué parce que au début, tu n'as pas de sous. Donc, il faut être vraiment endurant. Et après, moi, ça m'a poussé à un peu collaborer avec des gens, ce qui a fait que 2019, j'ai pu rejoindre le Fab Lab de Free Design Lab où on était là à travailler sur un projet. Le projet, c'était pour mettre en place une lampe solaire qui avait pour objectif d'aider les villages, je ne vais pas dire villageois, dans les zones reculées, de leur apporter une touche d'électrification. Donc, parce que c'était des lampes qu'on avait fait à base des batteries d'ordinateurs recyclés et qui aussi avaient des plaques solaires. Donc, c'était un peu ça. Donc, moi, pour résumer, il faut vraiment être endurant parce que moi, je me rappelle juste avant d'avoir mes premiers clients et avant de vraiment me stabiliser, c'était dur parce qu'à côté, tu as des offres d'emploi qui viennent là de gauche à droite et que toi, tu veux lancer ton projet. Donc, il faut être vraiment résilient et croire en ce que tu fais et surtout, croire à ton projet si tu veux aller de l'avant. Merci beaucoup, Samba. Un parcours très intéressant, très courageux également. Abdou, qui nous rejoint enfin. Je ne sais pas si tu nous as un peu suivis. Voilà, donc parfait. Je te laisse te présenter et répondre à notre question. Ok, bah oui, et Samba, oui. Et Samba, toi, tu es chaud, tu es en train de répondre à certaines questions même. Hein? Donc, ça, quand même, c'est une bonne chose. Donc, M. Dia, hein, bienvenue. Hein? Bienvenue. Merci encore, merci à tous. Et vous me voyez désolé par rapport au petit retard que je lui ai accusé, dû certainement des lenteurs de connexion. Je vais y aller assez simplement. Mon nom est Abdou Koumadien et se présenter est un exercice assez difficile en général. La seule chose qui, je pense, peut me résumer assez rapidement, c'est que je me considère comme un barol du digital. C'est aussi simple que ça. J'ai eu pas mal d'expérience aujourd'hui dans divers types d'activités et me voilà avec vous aujourd'hui, ce soir. Et merci encore. Ok, merci. Bah oui, et pour ce qui concerne la question de Suzanne, qui dit en fait, bon, lorsqu'on parle d'un mindset d'un entrepreneur, chacun en fait a sa manière de voir les choses et tout. Et qu'est-ce qui vous a poussé aussi à entreprendre et tout ça? Bon, c'est juste. Alors, juste par rapport au mindset de l'entrepreneur, ma question va être aussi rapide. Hein. Ma réponse va être aussi rapide. C'est simple, un entrepreneur, c'est un marathonien. C'est un marathonien qui, malheureusement, n'a plus de sommeil, a des moments de doute le soir. C'est quelqu'un qui n'y a pas plus solitaire que l'entrepreneur. Maintenant, voyez la différence entre un commerçant, un businessman et un entrepreneur. Un commerçant cherchera justement très rapidement à faire de l'argent dans les 2-3 jours qui viendront. Un businessman cherchera la maximisation du profit et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus sur une activité pérenne, qui cherchera plutôt à assurer la pérennité de son activité. Voilà la différence entre les trois. Voilà ce qui, à mon sens, constitue un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est seul, qui a des moments de doute et qui est sur une course de fond. Et j'espère une course intelligente. Ça, c'est... Merci, Suzanne. Suzanne, tu actives ton micro? Tu n'as pas activé ton micro?
En tout cas, merci beaucoup, Oui. M. Tian. C'était très succinct et très résumé carrément comme mindset. Merci beaucoup, très intéressant. Alors, est-ce que Ousseynou est là? Oui. Oui, je suis là. C'est bon? Vous Oui. m'entendez? Ok, super. Ouais. Donc, la question, elle est très pertinente. Bon, moi, je dirais une chose, passer à l'action. Donc, quelle que soit votre idée, le projet, les états auxquels vous êtes, donc, il faut passer toujours à l'action. Moi, comment j'ai débuté? D'abord, j'ai commencé en tant que développeur freelance. Donc, je travaillais sur pas mal de projets. Mais à un moment donné, bon, j'avais besoin de voir comment les entreprises fonctionnent, mais j'ai choisi de rejoindre des startups. Donc, c'est là où j'ai contacté Abdul Khadr, qui m'a mis en rapport avec Wikari, qui m'a placé là-bas. Donc, j'ai travaillé à peu près 2 ans là-bas, Wikari, bon, au début en tant que développeur, ensuite chef d'équipe, j'avais une équipe de développeurs, j'ai recruté des personnes de EPT et d'autres structures. Et les choses avançaient très bien, mais à un moment donné, bon, je voulais du sens dans ma vie, en fait. Bon, qu'est-ce que j'apporte à l'humanité? Qu'est-ce que je peux laisser ici, bon, quand je quitte ce bas monde? Donc, c'est là où j'ai réfléchi sur tous les projets que j'avais parce que j'avais un projet, une entreprise de conception logicielle, bon, qui marchait bien. J'avais aussi un logiciel de gestion de stock pour les PME. Mais à un moment donné, bon, je regarde ça n'apporte pas beaucoup de valeur, même si je gagnais de l'argent. J'avais aussi Kharal qui était une chaîne YouTube où j'ai publié des contenus, des vidéos et des tutoriels. Ensuite, je me suis dit, quel est le next step? Donc, est-ce que je vais rester ici, juste publier des vidéos et si demain YouTube tombe ou bien YouTube ne permet pas aux Africains d'accéder aux ressources vidéo, comment on va faire? Donc là, j'ai commencé à creuser un peu, à regarder, mais j'ai découvert un autre problème qui est aujourd'hui, pourquoi au Sénégal, les gens passent beaucoup de temps à l'école et ensuite ils payent d'autres formations et après ces formations, ils ne sont toujours pas opérationnels, ils n'auront même pas un stage rémunéré. Bon, ça, c'était un problème assez conséquent. Après une réflexion, je me suis dit, pourquoi pas mettre des curriculums, des cursus qui vont permettre aux gens de se former en 3 mois ou en 6 mois maximum sur une technologie bien définie, sur des besoins d'entreprise, ensuite pour être opérationnel. Donc, c'est là où j'ai commencé la plateforme Kharala. Donc, quand j'ai commencé avec d'avoir quelques apprenants, donc des 400, je pense. Mais à un moment donné, j'avais des limites côté surtout marketing, communication. C'est là où j'ai contacté Bamba. Ensuite, on a commencé à travailler. Aujourd'hui, on a beaucoup, plus de 36 000 interactions par semaine dans nos différentes plateformes. Donc ça, c'est des chiffres très intéressants pour nous. Donc aujourd'hui, tout le monde, quelle que soit la langue que vous parlez, votre niveau d'études, vous pouvez vous former avec des métiers du numérique. Parce qu'on a formé, récemment, on a formé quelqu'un qui était un électricien. Aujourd'hui, il est développeur. On a un gardien, un vigile qui vient apprendre le développement et du marketing. Aujourd'hui, toute personne, quel que soit ce que vous faites. Autre problème qu'on a pu rencontrer, c'était les gens qui ne parlent pas le français, qui ont des business. Par exemple, un couturier ou bien une femme qui est dans les marchés. Donc, aujourd'hui, on a mis des curriculums destinés à ces personnes et ça crée beaucoup de valeur. Donc, pour résumer, pourquoi j'ai démarré là, je suis dans l'entrepreneuriat, c'est pour résoudre des problèmes surtout des Africains. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai entendu un mot, être utile pour sa communauté, créer de la valeur. Et c'est une excellente chose. Il faut surtout pas s'arrêter. Je sais pas si vous faites des macro VBA. Moi, après, je vais, je vais vous contacter. C'est très intéressant. Alors, Abdou Khadr, donc pour finir. Non, après, il y a Habilita. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Oui. Est-ce que vous me voyez là? Ah oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, maintenant, tu es un Paul, quoi. On voit maintenant. Gora, comme là tu invites, je ne dis rien, quoi. J'attends à la fin pour te faire mes commentaires. Moi, je pense que Abdou Monomoni a plutôt bien résumé la chose. Je vais essayer de mixer, moi, ce que Ousseynou a dit et ce qu'Abdou a dit, dans le sens où moi, je suis devenu entrepreneur un peu par accident. Je pense que le point de départ, c'était une frustration personnelle de voir des choses qui pouvaient se faire et qui ne se faisaient pas, de voir des choses qui pouvaient changer les choses et qui n'étaient pas faites, ou même améliorer les choses.
C'est à partir de ce moment-là que je me suis défini comme un maker. Notre slogan à Volcano, c'est Make It. Et l'idée de ce slogan derrière, c'est de se dire, vous êtes jeune, vous avez une idée, essayez, échouez et recommencez. C'est vraiment ça l'idée de base. Et entre-temps, on a rencontré des gens expérimentés, machallah, comme Abdou. Et après, la vision de l'entrepreneuriat est devenue plus large. L'idée n'étant plus juste de faire des choses pour les faire, l'idée étant de faire des choses qui restent dans le temps et qui transcendent notre vie ou bien notre environnement immédiat. Et pour faire ces choses-là ou bien cette chose-là, l'état d'esprit à avoir, c'est plus celui de Kobe Bryant, qui est d'être résilient, patient, persévérant, endurant, mais surtout passionné de manière démesurée. Passionné à telle enseigne que vous pensez à votre projet quand vous vous couchez, quand vous vous réveillez, en milieu de journée. Et quand vous ne bossez pas dessus, vous êtes frustré ou bien vous êtes excité à l'idée d'aller travailler dessus. Et c'est vrai aussi, il y a une chose qu'on ne dit pas souvent chez les entrepreneurs, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'être tout le temps motivés. Il y a de ces jours où vous êtes fatigué, vous avez envie d'abandonner. Enfin, je parle sous le contrôle des entrepreneurs en face de moi. Mais quand vous allez au bureau, par exemple, et que vous voyez vos collaborateurs se battre, vous avez envie voilà. Ça vous redonne de l'énergie. Ça peut être vos collaborateurs, ça peut être vos clients, ça peut être vos partenaires, ça peut être votre famille. Mais il faut, je pense, rappeler souvent que l'entrepreneur, c'est un être humain qui a des besoins, qui a des faiblesses, qui a des forces, mais c'est avant tout un être humain qui veut changer le monde. Voilà, je m'arrête là pour le moment et vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était génial, quoi, franchement. Et ça justifie en fait l'expérience et tout. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, Abdou. C'est ça? Il a parlé de motivation, très intéressant. Je pense qu'on va y revenir. Alors, Binta. Binta, on t'écoute? Alors, vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Super. Alors, sachez que j'ai pris note de tout ce qui a été dit par mes masters là. Alors, moi, pour répondre à la question, qu'est-ce qui m'a motivée à aller vers l'entrepreneuriat? Alors, c'est quelque chose quand même que j'ai toujours voulu faire. Je ne l'ai pas très tôt fait, mais que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours su que je n'étais pas faite pour travailler éternellement dans des entreprises et me baser juste sur un salaire. Donc, ça, c'était pas moi, c'était pas mon monde. Donc, mais quand même, il fallait que je débute comme ça. Il fallait que j'ai de l'expérience dans les entreprises. Ils savent exactement ce qui me convient. C'est pour ça que j'ai fait différentes entreprises ainsi que bon, je peux dire en moins de 3 ans, j'ai fait peut-être 6 entreprises. Donc, ça, c'était vraiment pour tâter le terrain, de voir un peu partout qu'est-ce qui me convenait vraiment. Et quand j'ai trouvé le chemin, donc je suis allée vers l'entrepreneuriat. Alors, j'ai commencé peut-être c'est un peu la COVID aussi qui a accéléré les choses parce que juste quand la COVID est arrivée, donc j'ai perdu mon travail. Donc, il fallait que je me trouve quelque chose à faire. Et là, c'était juste une continuité que je devais faire parce que j'avais déjà commencé en travaillant à faire un business à côté. C'était la distribution de produits halieutiques. Et quand Covid est arrivé et que je devais forcément arrêter le boulot, donc automatiquement, ce qui se présentait à moi, c'était de continuer dans cette lancée d'entreprendre et de lancer mon entreprise et de m'y concentrer et d'y apporter de l'énergie. Tout à l'heure, M. Abdul l'a mentionné, il faut être vraiment passionné et endurant quand on est entrepreneur parce que on ne claque pas les doigts pour que ça se passe comme on l'a prévu. D'ailleurs, ça ne se passe jamais même comme on l'a prévu. Donc, on peut attendre 100% au premier coup. Non, ça ne se passe pas comme ça. On a 1% ou même moins 100%. Mais il faut rester, il faut être passionnant, il faut être passionné et endurant pour pouvoir continuer. Donc, cette mentalité-là, il faut vraiment l'avoir pour pouvoir continuer sur un business. On ne peut pas commencer et le lendemain, quand ça se passe mal, tu abandonnes pour aller relancer autre chose. OK, ça peut se passer mal. OK, on se relève pour encore travailler là-dessus, éviter les erreurs qu'on avait fait au début et refaire encore plus pour atteindre ses objectifs. Mais toujours dans le même
dans le même objectif dans le même objectif de pouvoir faire grandir son entreprise. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais m'arrêter un peu sur ça en attendant de prendre encore note sur les autres réactions de mes masters. Merci. Merci beaucoup, Binta. Je pense quand on est un entrepreneur, quand une personne aussi passionnée, une personne qui prend des risques, on a toujours quelque chose à dire. Alors moi, je suis vraiment admirative devant tout ça, beaucoup de courage. D'ailleurs, c'était une question que j'avais préparée, mais je pense que Binta a un peu donné un début de réponse. Donc, je pense que je vais un peu me tourner sur un profil un peu différent, éventuellement peut-être celui de Ousseynou qui a son entreprise à lui. Est-ce que, voilà, j'ai cru entendre lors de la présentation que tu as été salarié. Donc, avant de te lancer, est-ce que tu peux un peu nous parler de la transition? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, des fois, qui veulent entreprendre et qui songent à stopper leur emploi actuel et vite se lancer. Est-ce que déjà c'est une bonne chose à faire? Comment se passe la transition de salarié à entrepreneur? Quels sont les réflexes à avoir? La prudence justement qu'il faut avoir? Puisque je reconnais quelques profils là qui sont peut-être tentés de faire ça. Est-ce qu'il faut alerter ou justement est-ce qu'il faut encourager? Ok. Voilà. Donc, bon, merci beaucoup pour cette question, c'est très important. D'abord, si vous avez la possibilité d'avoir un mentor, quelqu'un qui a déjà de l'expérience, ce sera mieux. Comme moi, mon cas, c'était Abdoukar Diallo. Donc, quand j'étais à Wikari, à un moment donné, quand je voulais quitter, me lancer, bon, il m'a dit, si même vous travaillez chez Volcano, si vous me demandez de quitter et de lancer dans l'entrepreneuriat, je vais vous le dire de le faire. Parce que ce sera un peu d'égoïsme de vouloir vous garder, vous travailler pour moi et de ne pas travailler sur vos idées. Pour se lancer en entreprise pour le début, bon, vous n'avez pas besoin je veux dire de l'argent hein, pour débuter, mais peut-être pour escaler ou bien pour faire plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous savez coder, bon, ça c'est un exemple. Par exemple, vous avez trouvé un problème et les gens sont déjà prêts à payer pour ce problème. Dans ce cas-là, vous pouvez bootstrapper quelque chose. Bootstrapping, c'est d'utiliser les ressources que vous avez. Par exemple, vous pouvez prendre votre temps et vos compétences, créer quelque chose, tester avec le marché et aller voir quelles sont la réaction des gens. Moi, je me suis lancé ainsi parce qu'au début, je n'avais pas de l'argent, même si je travaille salarié. J'ai beaucoup mis sur Haral parce que vous avez besoin d'un autre domaine, hébergement et les détails. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais avant de se lancer, il faut d'abord voir un peu est-ce qu'il y a des problèmes que vous voulez résoudre. Parce que ici, moi, le problème que je vois beaucoup de jeunes font, c'est qu'ils créent des solutions, quoi. Des solutions pour des problèmes qui n'existent pas. Ou bien ils essayent de faire une copie-coller d'un modèle qui marche en Amérique ou bien Europe, essayent de le répliquer en Afrique et ça ne marche pas. Récemment, j'ai fait une publication où l'Afrique, il y a beaucoup d'opportunités. Les gens m'ont dit, bon, quelles sont les opportunités? Moi, je vous dis, chaque jour, je trouve des opportunités. Par exemple, récemment, là où on travaille, c'est dans la banlieue, et il n'y a pas, par exemple, des restos, et les gens ont besoin souvent de manger à 14 heures ou bien de boire du bissap ou bouillie. Quand on discute, on dit, bon, il y a beaucoup d'opportunités. Ici, par exemple, on est des vingtaines de personnes. Si quelqu'un, par exemple, essaie d'amener du bouillie à chaque heure de pause, bon, il va gagner quelque chose. Ça, c'est des opportunités de business. Moi, je vois les choses comme ça. Et à partir de cet argent, on peut créer quelque chose de petit. Et comme je dis toujours, commencer petit et rêver grand. Donc, je pense que c'est une bonne idée de quitter l'entreprise et pour aller entreprendre. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que Samba, lui, il est freelancer. Ça peut être un profil un peu différent. La transition peut être différente s'il est là, si la connexion fonctionne toujours. Est-ce qu'il peut nous parler de lui, sa transition, s'il a été salarié déjà? En tout cas, merci Ousseynou. Moi, je vais faire je vais vendre des bouilles après, pas donc. Merci. Samba, tu es là? Bon, je pense qu'on peut passer sur quelqu'un d'autre. On va peut-être prendre l'expérience de Abdou. Bien. Alors, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment m'entendre, en fait? Ce que je veux dire, ça peut être assez dur.
Je vais me répéter encore une fois, il y a une différence entre être entrepreneur et commerçant. Quand vous vendez du bruit, vous êtes un commerçant. Il y a également un autre problème aujourd'hui, malheureusement, c'est que de mon côté, et raison pour laquelle je peine justement à... tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ce qui se passe, c'est que nous avons 3 générations. À la veille de l'indépendance, nos parents, eux, souhaitaient être fonctionnaires. Au lendemain des indépendances, ça c'était nos grands-parents. Ensuite, au lendemain de l'indépendance, nos propres parents, eux, ont beaucoup plus versé dans la société civile. Donc, du coup, il y a toujours ce petit gage de sécurité qui a traversé les grands-parents, qui sont allés vers les parents. Et la génération actuelle prône une autonomie. Elle veut être libre. Elle veut être indépendante. Elle veut être son propre patron. Sauf qu'être son propre patron exige, à un moment donné, non pas juste de se donner corps et âme, mais d'avoir certaines compétences. Je pense que Binta a le précisé tout à l'heure, tout ce que vous aurez à faire, justement, à coucher sur un business plan ou un plan d'affaires ne sera jamais conforme à la réalité. Parce que le terrain va vous exiger, le terrain parlera lui-même. Le marché parlera lui-même en vous disant non, ce n'est pas comme ça que je prendrai cette solution. Il se pose un autre problème, c'est que je vois de plus en plus autour de moi qu'il y a des techniciens. Excuse-moi, c'est juste une petite contradiction parce qu'un développeur n'est pas forcément un entrepreneur. Non, c'est un technicien. Un entrepreneur, un chef d'entreprise, c'est un profil 4x4 tout-terrain. C'est quelqu'un qui comprendra le marketing, qui comprendra la communication, qui comprendra les finances, qui sait ce que c'est une stratégie, non pas une tactique, mais une stratégie d'entreprise, qui pourra ensuite justement l'idée sa petite équipe, ses collaborateurs, afin d'aller vite, bien, de façon intelligente et pour aller loin. Ça ne s'improvise pas. Ça ne s'apprend pas également. Être entrepreneur exige également beaucoup d'observation. Selon moi, je pense qu'il faut surtout d'abord exercer en entreprise, apprendre en entreprise afin de pouvoir identifier comment renaître un business et même être curieux en entreprise. Juste quitter son poste, essayer d'aller comprendre le poste de l'autre. Essayer ensuite d'avoir ce petit mouvement rotatif qui vous permet de comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Oui, il est bien de se lancer quelquefois, de tomber, de se relever, de se relancer encore une fois et de retomber. Mais attention, ce sont des années de vie de quelqu'un. Maintenant, est-ce qu'il est bon et bien d'encourager tout le monde à entreprendre? Ça, vu ce que je vois là, à mon niveau, ce qui est bien, c'est que j'ai la chance que la plupart des collaborateurs avec lesquels j'ai été, justement, ont voulu à un moment donné lancer leur propre entreprise. Quand ils sont prêts, je leur dis, on les encourage. L'équipe les encourage et même lance un petit fonds en disant, tenez, voilà, une partie de l'équipe peut travailler une fois par semaine totalement sur le projet de la personne afin de pouvoir l'accompagner. Mais si certains skills ne sont pas là, ne se tape pas en la personne, en réalité, je cherche à la retenir en lui disant non, tu n'es pas encore prêt pour aller voler de tes propres ailes. Tout le monde le souhaite, mais tout le monde n'a pas ces ailes-là. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci quand même, c'est hyper intéressant comme intervention, Abdou, franchement. Moi, j'apprends actuellement, c'est pourquoi je suis actuellement spectateur, quoi. Donc, je laisse ça dérouler. En tout cas, c'est belle d'avoir ces genres d'intervention. En tout cas, merci beaucoup. Donc, Suzanne, on passe sur Abdoul ou pas? Je voudrais bien que, puisque vu qu'on a essayé d'avoir Samba tout à l'heure, c'est un profil un peu différent. Ok, Pour Samba. Abdoul, j'ai une autre question, je pense. On va un peu avancer. Ok, Samba. Si tu peux juste nous parler de la transition salarié, freelancer, qu'est-ce que ça a donné pour toi? Bon, ce qui se passe, c'est qu'au début, j'avais... c'est Abdoul ou Abdou? Attention. Ah, non. Alors, faisons simple. Abdoul, on va l'appeler Khadr ou le grand.
Ce sera bon. Ok. Itrad. Et la chose, ce sera bon. Ok, donc c'est bon, c'est bon. En fait, bon, donc là, on essaie d'avoir en fait le pressentiment de Samba concernant la transition, vu qu'actuellement, bon, il est formateur et aussi il fait du freelance. Donc, que vous nous expliquez un peu comment tu as fait la transition entre en fait employé, bon, freelance c'est pareil, mais aussi devenir formateur et tout. Ok, alors merci Goro, merci Suzanne. En fait, bon, pour moi, la transition, ça s'est fait que c'est comme un peu, Hussein a dit, en fait, il y a mon mentor qui m'avait poussé, c'était Alex, qui m'avait dit, voilà, c'était quand je voulais lancer ma première plateforme, c'était une plateforme qui devait permettre aux candidats lors d'une élection de pouvoir faire le sondage sur le programme. Parce que le problème, c'était que, voilà, au Sénégal, on avait un taux d'abstention qui était hyper élevé. Donc, du coup, c'était ce projet-là que je voulais lancer. Mais au début, j'essayais de travailler en mi-temps quand j'étais en entreprise et après, j'essayais à la maison de travailler sur cette plateforme-là. Mais vraiment, ça n'avançait pas, ça n'avançait pas. Et après, je me suis dit, bon, de toute façon, comme j'ai fait des économies et tout, je vais arrêter, essayer maintenant de lancer cette plateforme-là. Du coup, j'ai quitté complètement et je me suis concentré sur ce projet-là. Donc, après quelques mois de dev dessus et tout, voilà, on l'a lancé, c'est comme ce que notre grand Abdou a dit tout à l'heure, on l'a lancé en tant que développeur. Voilà, on n'avait pas tous les outils nécessaires pour en prendre, on ne connaissait pas beaucoup de choses. Voilà, on l'a lancé comme ça. Et après, ça nous a donné une belle expérience parce qu'on a mis tout ce qu'il fallait dedans et tout. Après, ça a marché après les élections. Maintenant, l'autre point maintenant, c'était maintenant un peu comment faire tourner maintenant cette plateforme-là après les élections et pouvoir nous-mêmes subvenir à tout ce qui était charge, hébergement, les devs et tout. Et après maintenant, je me suis dit, voilà, comme on l'a lancé, ça ne marchait pas. À un moment donné aussi, avec les incubations, j'ai intégré quelques incubations et tout. On nous a dit, voilà, l'idée maintenant, c'est pas de vraiment s'accrocher à quelque chose qui ne peut pas marcher ou quelque chose dont on n'a pas encore le business model idéal pour ce projet-là. Après, on a pu maintenant switcher et pivoter maintenant pour faire plus des prestations avec cette même entreprise-là. Et actuellement, c'est toujours ce même label-là que j'utilise et que mes collègues aussi collaborateurs utilisent pour les prestations, quoi. Donc, c'était un peu du, voilà, one shot, en fait. C'était dur parce qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour se lancer, mais on l'a fait, voilà, on s'est cassé la tête, mais après, au moins, on a pu apprendre beaucoup de choses. On a pu se former sur tout ce qui était finance, tout ce qui était comment bootstrapper son projet, pouvoir lancer et tout ce qui était le marketing. Et aujourd'hui, si je devais lancer un autre projet, au moins, j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour bien le lancer, quoi. Merci beaucoup, Samba. Alors, parfait, joli parcours, beaucoup de courage encore une fois. Moi, je reste vraiment alignée à Atir. Je pense que je garderai ce sentiment jusqu'à la fin. Alors, Abdelhadr, ou grand Abdou. Alors, la question que je vais poser, donc, je pense que ça va aider beaucoup de gens. En fait, Jay aussi, en fait, on aimerait bien ça, avoir aussi, en fait, son présentement là-dessus. Parce qu'en fait, lui, il est passé étudiant directement, Mohamed Dien, et devenu entrepreneur, quoi. Il n'a jamais passé, il n'a jamais été employé, quoi. Donc, comment ça s'est passé, Mohamed Dien? Le fait que tu n'avais pas d'expérience en entreprise et tout. Comment ça s'est passé? Alors, moi, je savais exactement ce que je voulais faire depuis 5 ans, 10 ans. Donc, je n'ai pas hésité quoi, quand il fallait faire le pas directement vers l'entrepreneuriat parce que j'ai commencé même avant de terminer. Donc, ce que ça a comme impact, c'est que tu fais du learning by doing. Donc, comme ce que Abdou a dit, il faut apprendre les process, comment ça se passe. Moi, ça, je l'ai appris sur le terrain, en me cassant la gueule de temps en temps, en faisant des erreurs, en ne cherchant pas par où commencer, par où terminer. Donc, je faisais du learning by doing. Et donc, depuis 5 ans, c'est ce que je fais. J'apprends sur le terrain les aspects marketing, les aspects financiers, les aspects techniques. Donc, comme il a dit, c'est un ensemble qu'il faut apprendre. Maintenant, moi, j'ai fait le choix de ne pas aller dans les entreprises pour suivre des process. Donc, parce que moi, je me dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis passionné par l'expérimentation. Donc,
moi, il arrive que j'assimile des process en 1 semaine, 2 semaines, là où d'autres prennent 2 ou 3 mois. Donc, il faut que j'ai cette marge-là pour expérimenter des choses et améliorer des process. Et ça, je l'ai compris très tôt. Raison pour laquelle, quand j'ai terminé, je suis allé directement vers l'entrepreneuriat. Donc, j'avais commencé avec un concept que j'ai fermé il y a 2 ans. Donc, ça ne marchait plus, j'avais perdu l'équipe et j'avais plus de financement. Donc, je l'ai fermé en 2020. Et donc, depuis là, je suis sur la crypto-monnaie et je suis toujours dans l'expérimentation. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais moi, je sais ce que je veux et donc, je prends le temps de faire des sacrifices sur le court terme et avoir des résultats sur le long terme, comme ce qu'Abdou a dit. Il faut, quand on est entrepreneur, c'est plus pour proposer des choses pérennes. Donc, ce n'est pas pour gagner rapidement des sous ou faire quelque chose pour avoir du profit. Donc, c'est plus pour faire quelque chose sur le long terme. Et ça, je l'ai compris depuis longtemps. Raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas aller dans les entreprises sénégalaises. Et j'apprends sur le terrain en fonction de mes rencontres, en fonction des gens avec lesquels je travaille. Je suis toujours dans cette logique-là et je vais pas. Et c'est un choix que j'ai fait. D'autres peuvent se dire qu'ils vont aller en des process. Mais ça, c'est moi. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a un aspect qui est important, c'est par rapport à la personnalité de la personne. Il y a des personnalités différentes, il y a des environnements qui sont différents, il y a des caractères différents, il y a l'environnement sur lequel on a grandi qui sont différents. Donc, ça fait qu'à la fin, tu peux avoir beaucoup d'entrepreneurs avec des personnalités différentes. Donc, ça va impacter sur la façon dont ils font du business, comment ils entreprennent, comment ils travaillent. Et donc, moi, me connaissant, j'ai fait le choix depuis le début et je n'ai pas hésité une seconde. Merci. Ok, merci beaucoup, c'est très riche. Donc, Suzanne, je te laisse continuer avec Abdul ou Binta, c'est toi, tu vois. Je pense qu'on va switcher sur une autre question. Donc, pour ceux qui nous écoutent. Donc, moi, je vois des fois des gens au Sénégal pour créer leurs entreprises, ils passent par une agence. Suzanne, est-ce que tu parles plus fort là? On n'entend pas bien. Est-ce que tu parles plus? Oui. Alors, il faut comprendre que moi, je suis une serrère et je n'ai pas encore mangé. Il est 23h30. Donc, Ah, non, j'ai oui, essayé de faire avec les moyens. Une occasion à Abdul quand même. À Abdul, Écoute, le plus grand. après, je suis une scie, hein, donc bon, on peut dire que je suis aussi une peule. Alors, ma question, c'était concernant les modalités de création d'une entreprise au Sénégal. Donc, je vois des gens qui passent par des agences et je vois d'autres gens qui disent que non, ce n'est pas forcément recommandé, il faut essayer d'y aller seul. Mais des fois, ce n'est pas très clair. On n'a pas peut-être la documentation qu'il faut ou un site internet comme je sais comment ça se passe en France. Il faut juste aller sur internet, taper, créer son entreprise et ça se fait digitalement. Mais est-ce qu'au Sénégal, il y a ces possibilités? Sinon, est-ce qu'il faut justement passer par une agence pour l'aspect administratif ou c'est mieux d'y aller seul justement pour faire les démarches? Et si oui, c'est quoi justement les étapes pour la création d'entreprises et qui parle d'entreprise parle également de financement, donc Abdou Khadre pour les modalités et Abdou Dien, parce que je pense que j'ai une fois entendu parler sur Clubhouse de ça, donc les moyens de financement pour l'entrepreneuriat au Sénégal, donc comment faire pour en bénéficier et voilà. Donc, c'est deux questions différentes pour deux personnes différentes. J'essaie d'en faire deux en un. Donc, Abdelhad pour la première question. Suzanne, merci pour la question. Bon, de manière simple, hein, quand quelqu'un veut créer une entreprise au Sénégal, je connais 2 endroits possibles pour y aller, pour le faire du moins. C'est la chambre de commerce ou l'APIX. Et selon le type d'entreprise que vous voulez créer, vous devrez faire appel à un notaire ou pas. C'est ce que je peux dire. Et après, si on entre dans les types d'entreprises, je recommande fortement de se documenter individuellement et personnellement. Il y a le site Investir au Sénégal, je crois, ou un truc comme ça, où c'est assez bien documenté, entreprises individuelles, SARL, SA, SAS, SURL, etc. Mon conseil principal, c'est quand vous entreprenez, demandez l'avis des gens, mais allez toujours vers l'information à la base. Et Mohamed Dien, qui est dans la crypto-monnaie, saura bien vous confirmer cela. Il y a beaucoup de
beaucoup de fausses informations, on va dire, qui sont données sur la base d'un avis ou bien d'une expérience personnelle qui n'est pas forcément la vérité ou bien qui n'est pas forcément la seule vérité. Je pense qu'il est important aussi de se faire son propre avis. Et pour cela, il faut aller vers l'information et il faut aller vers l'expérience. Des fois, se tromper pour apprendre ou bien des fois avoir la chance de ne pas se tromper. Mais c'est sûr que tant qu'on n'essaie pas, on ne saura pas. Merci. Ok, en fait, bon, mais Abdou, bon, en attendant aussi, bon, si vous avez aussi des liens ou bien des choses à partager aussi, bon, vous pouvez les partager au niveau du chat pour que d'autres aussi, en fait, puissent en bénéficier pour consulter certaines infos. En tout cas, merci beaucoup, hein, Abdou, concernant ces infos. Suzanne, je te laisse continuer. Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup, très intéressant. Donc, Abdoudien, pour les moyens de financement, comment en bénéficier? Moi, je connais que l'ADER et surtout faire circuler l'information s'il y en a des moyens de financement pour les entrepreneurs au Sénégal. Alors, il y a pas mal de structures qui sont là surtout pour aider. Vous aurez la DER, je pense qu'il y a la DPME. Il y a eu pas mal de véhicules d'investissement en fait aujourd'hui qui a été concentré sur la jeunesse sénégalaise. À l'époque, à l'époque, vous aviez le FNPJ, vous aviez l'AMPEJ, l'APEJ également. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que bon, je ne sais pas, après, c'est toute une recommandation. Allez d'abord justement commencer à commencer à mettre en place justement votre activité. Si jamais vous vous référez aujourd'hui à Abdoukhad, c'est essayer d'aller être maker au moins. N'allez pas juste sur une idée, essayez d'abord au moins commencer à exécuter quelque chose. Ensuite, le plus rapide aujourd'hui, c'est plutôt d'aller sourcer de l'argent, d'aller récupérer de l'argent au niveau de votre entourage. C'est ce qui est recommandé dans un premier temps. C'est ce qu'on appelle le love money, en gros. Vos parents, vos frères, vos amis. Bon, je pense que ça, tout le monde sait, on se répète à chaque fois. Ce qui vous permettra surtout, ces petits fonds que vous récupérerez, que vous aurez à récupérer au début, vous permettront de pouvoir tester votre modèle pour voir si jamais le marché peut répondre, évidemment, favorablement ou pas. Et à partir de ce petit investissement-là, il serait facile à ce moment-là de prendre une décision d'orientation temporaire ou définitive justement de votre activité. Parce que le marché aura validé ou pas à ce moment-là votre activité. Ce qui vous permettra d'aller un peu plus loin. Après ça, c'est à ce moment-là que moi, je conseillerais d'aller vraiment sur une inscription, d'aller ensuite vous enregistrer légalement. Alors, dans le cas des startups, aujourd'hui, elles passent beaucoup plus aujourd'hui en SAS. Donc, à ce moment-là, devenez formel, évidemment. Faites votre déclaration de démarrage d'activité à ce moment-là, si jamais vous ne l'aviez pas fait auparavant, parce que c'est quelque chose qui rattrape. Et ensuite, bon, il faut y aller de manière intelligente afin d'aller capter les autres fonds, justement, qui peuvent vous attendre un peu à droite et à gauche. Alors, l'environnement local est totalement différent aujourd'hui de toutes ces belles histoires que l'on entend aux États-Unis, en France, X, Y, Z. Ici, on ne lève pas de l'argent facilement. Que vous soyez aux États-Unis et tout ça, vous pouvez lever de l'argent quelquefois sur un pitch deck, juste sur une idée. C'est assez facile, c'est assez commun là-bas. Ça peut arriver ici quelquefois, mais dans tous les cas, en fait, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, les premiers fonds que vous toucherez seront gagnés grâce au parcours de l'entrepreneur ou à sa conviction. Les gens vont beaucoup plus miser sur un homme qui est en mesure lui-même de pouvoir dérouler justement ce qu'il a présenté. C'est parce qu'on a confiance en vous qu'on va miser sur vous au début, quitte à perdre. Et ça, c'est dans les deux cas de figure. Après, vous avez ensuite justement différents niveaux de maturité qui vous permettent ensuite de coopter de l'argent en fonction de l'activité, en fonction du stade dans lequel vous vous trouverez.
Après, bon, c'est une bataille, hein, c'est une bataille, c'est une guerre, c'est un combat journalier. Quand je dis combat, il y a un perdant, il y a un gagnant. Soit vous gagnez, votre entreprise gagne, ou justement, ou vous perdez. Dans tous les deux cas, c'est vous qui perdez et qui gagnez ou vous perdez, et pas le marché, parce que le marché continue tout le temps à rouler, avec ou sans vous, avec ou sans votre solution. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il est fortement recommandé, comme l'a dit Ousseynou tout à l'heure, d'avoir un mentor qui lui-même a au moins pas mal d'expérience derrière lui et qui pourra vous éviter certaines erreurs, ou d'avoir des collaborateurs qui sont super, méga intelligents. De partager une vision avec eux, de les laisser s'entretenir évidemment avec vous, parce qu'ils pourront quelquefois voir ou proposer des choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé justement, et ça ne peut être que bénéfique aujourd'hui, ça ne peut être que bénéfique pour l'entreprise ou le business lui-même. Donc voilà, j'espère avoir fait très rapidement le tour. Je pense qu'on ne va pas aller justement sur les grosses levées, les moyens de grosses levées, comment ça se passe et tout ça, mais juste le début au moins. Oui, merci beaucoup. C'est très clair, Abdou. Merci pour ces informations. Vu qu'on parle de financement, Binta, est-ce que tu peux nous parler du financement pour toi au début? Est-ce que ça nécessite un gros budget? Avais-tu un gros capital au départ, justement, pour lancer ton entreprise? Alors, il faut savoir une Vu que chose. ça s'est fait assez instantanément. Bon, personnellement, j'ai eu un parcours assez atypique. J'étais entrepreneur avant. J'organisais des salons et j'avais une boîte d'intérim. Les gens ne le savent pas, mais j'ai eu, on va dire, 2 succès et un flop. Et là, un troisième succès, peut-être. J'avais une boîte d'intérim, je l'ai vendue. J'ai commencé des salons. J'ai été coopté ensuite par le fondateur de Jumia à l'époque. Et j'ai eu la chance d'être directeur de la partie classified qui s'appelait à l'époque Jumia Car, Carmody Jumia Car, et qui est devenu aujourd'hui Jumia Deals. Donc j'ai été directeur, managing director de Jumia Car. Et pendant mon aventure là-bas, en fait, 2 mois avant de démissionner, j'avais mis en place un simulateur d'assurance. L'attraction a tellement été forte parce que c'est mon argent justement personnel que j'injectais dans ce business-là. L'attraction a tellement été forte qu'à l'époque, 2 mois après justement le début de l'activité, on a une compagnie d'assurance qui nous a proposé de mettre 35 millions justement pour 30 millions pour 35% des parts. J'ai démissionné, je suis allé m'occuper justement de ce bébé-là et 11 mois après, j'ai réussi ensuite à vendre ce simulateur d'assurance. Donc là, ça a été un exit. Juste après ça, vous savez, après commencer, on se sent tellement fort aussi quelquefois et plus du tout humble. Et j'ai mis en place un comparateur, toujours avec mon propre argent. J'ai dû venir batailler pendant 3 ans. Entre-temps, j'ai su lever de l'argent. Ce qui s'est passé, c'est que avant le comparateur, quand j'ai vendu l'assurance, il y a des gens qui sont rapprochés de moi. Des tontons, des gens, bon, des tontons, c'est une façon de parler, c'est par rapport à l'âge, qui me disaient, écoute, c'est quoi ton prochain business? On veut mettre de l'argent. À l'époque, j'avais juste une idée folle, je me dis, bon, je vais mettre un comparateur, je vais l'appeler Compartout. Ça fait rigoler aujourd'hui. On m'a proposé 80 millions, juste parce que les gens étaient prêts à miser à l'époque sur l'entrepreneur. Mais pour beaucoup, en termes de parts, j'ai refusé. J'ai décidé d'y aller encore une fois seul avec une autre partie de l'équipe. 1 an après, c'était très dur. On a réussi à lever les fonds, les premiers fonds à partir de gens autour de nous qui ont pu porter. Une seconde fois avec le véhicule de la DER à l'époque, justement, pour un assez gros montant. Et ensuite, malheureusement, bon, je pense que j'estime avoir droit à l'erreur également. Je me suis cassé la gueule, c'est le cas de le dire. Il faut l'avouer à un moment donné, oui. Soit je n'ai pas su avoir le bon business model. Je ne vais pas dire que la faute était sur le marché. Non, la faute n'est pas sur le marché. J'aurais très bien pu dire, oui, le marché n'était pas prêt, mon produit ne fitait pas. Là, ce serait plutôt de l'ego, ça ne sert à rien. Mais en réalité, je n'ai pas su bien marketer ce produit-là, malgré tout l'argent que j'ai pu amasser. Et je trouve... oui. Et là, donc, ça veut dire juste que donc, le marketing est hyper important donc, dans l'entrepreneuriat. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des questions que Suzanne voudrait poser. Excuse-moi. En fait, c'est même pas le marketing, ça a été la stratégie.
je n'avais pas de stratégie d'entreprise pour ce produit-là en réalité. Je n'avais pas fait mes homework de base. Et c'est ça le plus important. Donc, du coup, ce qui amène des pivots à droite, des pivots à gauche, vous rechangez tout le temps, histoire de truquer. C'est juste parce que la stratégie n'était pas claire. En réalité, c'est pour ça que je me suis cassé la gueule sur ce business-là. Mais il se trouve que la finalité de ce produit est une plateforme programmatique. Et c'est ce qui a donné aujourd'hui à Adafruit. Donc, du coup, on a décidé de fermer le comparateur, d'aller avec le développeur ensemble, de créer la société à part et de mettre en place justement ce qui est aujourd'hui Adafruit, qui a un meilleur succès même que toutes les autres entreprises d'avant. En tout cas, merci beaucoup. C'est hyper riche, hein, quand même, en fait, comme intervention, franchement. Donc, oui, donc, Suzanne, tu poses aussi la question à Binta pour savoir est-ce qu'on a besoin d'un budget pour se lancer et comment tu as géré, en fait, le budget et tout? C'était un mot de... On m'entend. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui. Super. Alors, juste pour répondre à la question rapidement, alors, pour un entrepreneur, en tout cas pour moi, je n'ai pas attendu que tous les éléments soient là pour que je puisse me lancer. Je suis partie avec très peu de moyens financiers et avec, je peux dire, mon expérience. Je pense que je me suis basée plus sur les compétences que j'avais que plus sur l'apport financier que j'avais à mes débuts. Parce que je venais juste de perdre un travail, donc je n'avais pas forcément tout le budget nécessaire pour lancer le projet. Mais j'avais confiance au projet et j'avais confiance aux compétences que j'avais aussi. Surtout aux compétences de communication, de pouvoir vendre le produit que j'ai à la main à toute personne que je puisse le vendre. Et c'est pour ça que je me suis lancée. Et surtout, ne pas attendre que tous les éléments soient là, parce que vous n'aurez jamais tous les éléments réunis pour pouvoir vous lancer. Vous n'allez jamais vous lancer si vous attendez ça. Donc, forcément, si vous avez le strict minimum, partez et essayez maintenant de rassembler tous ces éléments dont vous avez besoin pour faire avancer le projet. Moi, c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai travaillé, j'ai perdu un travail. Il fallait que je me lance, donc il ne fallait pas que j'attende d'avoir le financement nécessaire. Donc, je n'ai pas cherché de gauche à droite. C'est ce que j'avais fait au début quand j'ai juste fini la formation en 2016. Donc, j'ai voulu créer une entreprise. Mais ce n'était pas le moment de le faire. Donc, j'ai très vite compris ça et j'ai laissé l'idée dormir dans les tiroirs en attendant d'acquérir maintenant de l'expérience. Et au fur et à mesure que j'en ai eu et que le moment est venu, ou bien le moment m'a été forcé parce que là, c'était Covid, donc j'étais obligée de lancer. Bon, je l'avais commencé entre-temps, mais j'y travaillais pas à fond comme je l'ai fait quand j'ai perdu mon travail. Donc, quand j'ai arrêté de travailler, donc il fallait que je commence ce travail et il ne fallait pas attendre que l'argent soit réuni, que les partenaires soient là, que le produit soit, que trouver le produit, etc. Non, je n'ai pas du tout attendu ça. Je me suis lancée la tête à l'avant et bon, je me suis dit que je fais confiance à ce projet, je fais confiance à mes compétences, donc il faut que j'y aille et jusqu'à présent, je continue à faire le travail. Voilà, il y a forcément des choses qui ne marchent pas, donc ce n'est pas toujours la belle vie quand on entreprend. Donc, souvent, des fois, on pense que même on est plus libre quand on entreprend que quand on est salarié. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. On souffre plus quand on entreprend que quand on est salarié. Quand on est salarié, on a un boulot de 8h à 17h, un boulot de 8h à 18h, basta, c'est fini, on va dormir tranquille. Mais quand on est entrepreneur, mais tu travailles H24, tu travailles 7 jours sur 7. On n'a plus la notion du temps, on n'a plus la notion de ces jours-là. On sait même, on te dit aujourd'hui c'est lundi, non, tu ne sais pas si c'est lundi ou bien si c'est dimanche. Parce que tu es entrepreneur, tu n'as plus cette notion de temps-là. Et c'est cette force-là qu'on doit apporter, c'est cette énergie-là qu'on doit apporter à nos entreprises pour qu'elles réussissent. Et ça, c'est une source de motivation qu'on trouve dans la passion qu'on a sur son projet, dans la croyance qu'on a sur son projet et dans tout l'intérêt qu'elle peut apporter aussi à d'autres personnes. Donc, voilà. Donc,
résumé, non, je ne suis pas partie avec tous les éléments réunis, surtout l'élément déclencheur qui est l'apport financier, non. Tout n'était pas là avant que je démarre. J'ai démarré avec mes maigres moyens, et voilà, aujourd'hui. Oui. Ok. Bon, en Merci. fait, Merci Suzanne, beaucoup. Suzanne, est-ce que tu peux me permettre de poser la question à Abdul et à Ousseynou parce que moi, perso, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont des infos, bon, sont dans le domaine du tech, ils ont monté des entreprises dans ce domaine-là et je voudrais en fait réellement savoir est-ce qu'on a besoin des sous pour monter ces genres d'entreprises ou pas. Mais en tout cas, Binta, c'est tellement en fait imprégnant ce que tu as fait et ce que tu as expliqué. Moi, ça m'a beaucoup séduit en fait. En tant que femme, c'est pas du tout facile. Et après même, on va poser la question, bon, les gens qui sont ici en couple, comment on va, bon, est-ce que l'entrepreneuriat en couple, ça marche et tout? Il y a quelqu'un qui l'a posé au niveau du chat, on va essayer de traiter ça après. Mais en tout cas, Abdul ou c'est nous qui va commencer. J'aimerais bien avoir l'apport financier lorsqu'on débute concernant l'entrepreneuriat, dans ce qu'on est en train de faire, nous. Qui commence, Abdul ou c'est nous? On commence par Abdul? Comme disait le grand Abdou, c'est Abdou Dian ou Abdul Khadr? Non, le grand Abdul, le poulard, quoi. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut de l'argent pour commencer? C'est bien ça? Oui. Comment dire? Je pense que tout dépend de la définition qu'on donne au mot commencer. On peut commencer un projet en juste créant le logo. On peut commencer un projet en parlant du projet autour de nous. On peut commencer un projet en faisant une vidéo pour présenter le projet. Ça dépend vraiment de la définition qu'on donne à ce mot-là, je crois. Du coup, ça dépend. Donc, le niveau d'argent dont vous avez besoin dépend de ce que vous voulez réaliser. Et comme l'a dit Abdou Dian, de la stratégie que vous voulez adopter pour réaliser cette chose-là. Je vais donner un exemple assez célèbre, hein, c'est Dropbox. C'est une entreprise qui permet aux gens de stocker leurs dossiers et leurs documents en ligne. Dropbox, c'était technologiquement challenging, c'est-à-dire c'était technologiquement complexe comme produit à développer. Mais pour d'abord valider que les gens étaient intéressés par ce produit-là, ils ont fait une vidéo de démonstration du produit. Ils ont un peu simulé comment le produit allait fonctionner. Et ils ont fait un site web et ils ont dit aux gens, si ça vous intéresse, inscrivez-vous en liste d'attente. Ils ont fait cette vidéo, ils ont fait cette campagne et ils ont eu, je pense, 75 000 inscrits en 5 jours de personnes qui étaient intéressées par ce projet-là. Est-ce qu'ils avaient besoin d'argent pour faire ça? Je ne crois pas. En tout cas, à l'époque, pas beaucoup d'argent pour simuler ce genre de choses. Est-ce qu'ils ont commencé leur projet? Je pense que oui. Mais est-ce que le projet demandait de l'argent pour être développé réellement? Oui aussi. Donc, tout dépend de ce que vous voulez dire par commencer un projet. Et voilà. Nous, dans notre cas, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'Abdul Khadr qui aidait les entrepreneurs ou bien les gens qui avaient des idées à développer des choses, j'avais juste besoin de temps. Après, quand on a voulu créer l'entreprise Volcano en 2015, on a réuni un capital avec les associés parce qu'on s'est dit qu'il faut maintenant créer une entreprise. Bon, à la base, on ne cherchait même pas à créer une entreprise. On voulait juste aider les gens à développer leurs idées, leurs projets, leur entreprise. Et après, on s'est dit, en discutant avec les gens, ils nous ont dit que ça, c'est une entreprise. Et aujourd'hui, heureusement qu'on l'a créée car c'est plus de 45 collaborateurs. Voilà un peu ce que je peux dire pour ne pas être trop long. Mais vraiment, que ce soit le mot commencer, financer, grandir, à un moment donné, il faut que la personne, elle, trouve sa propre définition et l'assume. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans les nouvelles technologies, dans les plateformes de communication. Mais on ne prend plus assez de temps pour se donner soi-même, nous, nos propres idées, nos propres définitions. Il y a le terme entrepreneur qui peut vouloir dire X ou Y chose. Il y a le terme startup, il y a le terme funding, financement. Voilà, je pense qu'il faut que les gens se réapproprient les informations et les localisent. Parce que comme Abdou l'a dit tout à l'heure, Abdou Dian, les réalités entrepreneuriales locales ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Même entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. À plus forte raison que le Sénégal et d'autres continents ou bien voire d'autres pays. Je m'arrête là et vous remercie. En tout cas, bon, c'est hyper intéressant comme d'habitude. Bon, Ousseynou, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, hein, parce que je voulais aussi que tu parles de ce que tu penses de ce point. Je pense, bon,
il a tout dit, hein, c'est tout ce qu'il a dit. Je partage son avis à 100%. Ah ouais, Parce oui, que parce le gars de comment on appelle, Y Combinator, Michael Seibel, il a dit le savoir coder, c'est l'une des compétences les plus géniales. Parce qu'aujourd'hui, si vous savez coder, vous pouvez tester des idées, tester des projets sans même avoir de l'argent. Il explique comment ils ont démarré Twitch. Twitch, aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Mais au début, ils savaient seulement de coder quelque chose, plateforme pour mettre des vidéos, plateforme Freedom, pour permettre à toute personne de mettre des vidéos. Mais aujourd'hui, c'est multimillionnaire d'une entreprise comme ça. Donc, je pense, comme Abdullah dit, ça dépend de la définition. Mais moi, personnellement, je peux dire, vous n'avez pas besoin de l'argent pour commencer, par exemple, aujourd'hui, une activité comme Haral. Mais bien sûr, ensuite, si vous voulez, par exemple, si vous êtes plus ambitieux, vous pouvez faire, si vous voulez faire d'autres choses là, vous avez besoin de l'argent. Oui. Merci beaucoup, Suzanne. Je te laisse dérouler avec Samba et Mohamed. Donc, en tout cas, merci beaucoup en fait pour ces retours quand même. Moi, ça m'intéresse, hein, personnellement, ces réponses, quoi. Merci. Merci Ousseynou. Merci Abdulhadr. Mohamed, j'ai vu sur la fiche que tu étais business consultant. J'aimerais savoir c'est quoi déjà. Et ça m'a, on m'a prêté une question, c'est-à-dire le business plan. Justement, est-ce que c'est capital pour réussir son business d'avoir justement un business plan? Et comment réussir justement à faire ce business plan-là? Donc, est-ce que c'est déjà quelque chose de capital? C'est une étape est-ce qu'on doit forcément passer sur un business plan pour mettre en place son entreprise? Les étapes justement à mettre dans le business plan pour le réussir. Et voilà. Moi, un business consultant, je ne connais pas trop. J'aimerais bien que tu... Alors, je fais juste de la constat pour les entrepreneurs qui veulent débuter donc leur projet. Donc, ce n'est pas de la consultance pour les grandes entreprises ou pour les startups qui sont en phase de croissance. C'est juste pour les entrepreneurs qui veulent commencer, qui ne savent pas par où commencer. Et moi, je leur fais juste un retour d'expérience. Donc, ce n'est pas de la consultance au sens propre de consultance comme on le connaît sur le jargon du business. C'est plus du retour d'expérience que je leur fais, rémunéré dans certains cas et non rémunéré dans d'autres. Maintenant, pour les entrepreneurs qui veulent commencer, moi, je leur conseille souvent de ne pas faire de business plan, mais de se concentrer sur le marché, de voir est-ce que réellement la solution qu'ils offrent répond à un problème qui est sur le marché. Parce que pour faire un business plan ou pour ne pas faire un business plan, ça dépend du stade. Il y a un stade où tu as validé le marché, tu as des clients et que tu veux lever une certaine somme. Il y a des investisseurs qui vont te demander un business plan, il y a d'autres qui ne vont pas te demander. Mais comme Abdou Khadr et Abdou Dieng l'ont dit, aux États-Unis, tu peux lever des fonds sans business plan. Tu peux lever jusqu'en série A, série B, série C, sans problème. Tu n'as pas besoin de business plan. Mais ici, bon, ça dépend vraiment du stade. Il y a des investisseurs qui vont te demander un business plan, des projections sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais pour un entrepreneur qui débute, moi, je ne leur conseille pas de faire un business plan. Moi, je leur conseille de faire avec le minimum qu'ils ont pour essayer de voir le marché. Je vois souvent des entrepreneurs qui me demandent par où il faut commencer. Moi, je leur dis de commencer par le plus simple. Donc, vous devez repérer un problème. Quelle est la solution que vous pouvez déployer en une semaine? Vous êtes développeur, vous êtes électronicien, vous êtes mécanicien, mais en une semaine, comment vous pouvez développer une solution? Et le lundi, vous avez commencé ça le lundi, le samedi, vous terminez la solution, et le lundi, vous l'avez mis aux mains des clients. Le vendredi prochain, vous avez les inputs, et le lundi d'après, vous avez la deuxième itération. Donc ça, c'est un process que je leur apprends à faire parce qu'on leur vend tout le temps qu'il faut un business plan, autant au niveau des investisseurs, autant au niveau avec des partenaires. Mais c'est quelque chose qui va leur faire perdre du temps. Parce que plus tu es dans une logique où de ne pas aller vers le client, plus ça prend du temps pour valider ou bien pour voir est-ce que réellement il y a un problème que tu essaies de résoudre. Et moi, comme ils l'ont dit,
commencez avec ce que vous avez. Il n'y a pas besoin d'avoir un fonds. Parce que nous, par exemple, quand j'ai commencé avec le projet Coltebox avec Conceptec, c'était un produit hardware. Donc, produit hardware qui avait besoin de composants électroniques, composants électriques, partie mécanique, partie informatique. Mais nous, on a commencé avec ce qu'on avait. On avait nos bourses, on cotisait 500 francs par semaine. Et quand on avait le minimum, on faisait les commandes en France pour les composants, ça venait, on faisait un prototype et on testait, quoi. Donc, à l'époque, nous, on n'avait pas l'approche marché, on avait plus l'approche technique. Mais ça, après 3 ans, tu apprends que réellement, tu développais seulement l'aspect technique. Il fallait mettre le produit il fallait mettre le produit devant le client pour voir est-ce que réellement il y avait un problème à résoudre. Maintenant, comme je l'ai dit, ça dépend des stades. Mais pour commencer, vous n'avez pas besoin de business plan. Vous n'avez plus besoin maintenant d'être développeur ou bien de ne pas être développeur. Parce que si vous avez une solution software, il y a des plateformes où vous pouvez ne pas être développeur et lancer quelque chose rapidement. Donc, des plateformes no-code. Donc, il n'y a plus d'excuses sur l'aspect technique quand il s'agit du software. Mais pour le hardware, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a généralement, ce sont des domaines complémentaires. Il faut trouver les bonnes personnes. Il faut avoir le minimum de capital pour avoir le proof of concept, pour valider le marché. Et donc, c'est des mondes différents, mais dans tous les cas, il y a toujours possibilité de commencer quelque chose aujourd'hui ou demain pour tester le marché. Voilà. Je vais me permettre peut-être d'ajouter quelque chose, surtout Oui, aussi bien que je sûr. dois partir dans à peu près 6 minutes exactement. Pour la partie hardware, effectivement, ce que Mohamed dit est intéressant. Ça demande d'acheter des composants réels, mais il y a moyen de tester le projet avant même de le créer. Et par exemple, vous avez des plateformes qu'on appelle des plateformes de crowdfunding qui permettent de faire des campagnes de levée de fonds ou même des campagnes de pré-vente de votre produit. Autrement dit, vous vendez le concept, les gens s'abonnent, mettent 1000 francs, 2000, je donne des exemples, 10 000, 50 000. Et quand les gens mettent cet argent-là, vous prenez une partie pour faire les premières versions de votre prototype, de votre produit. Après la toute première version, en général, vous l'autofinancez ou même vous faites des concepts, des modèles en 3D. Voilà, je pense que Mohamed connaît ce genre de choses. Vous animez cela, vous vendez du rêve un peu, quoi. Et ça donne envie aux gens de tester, ils mettent un peu d'argent. Et ça c'est une manière aussi de préfinancer même un produit physique qui n'existe pas encore. Voilà, c'était juste une petite contribution. Parce que souvent, ici, il y a vraiment l'idée de tant que je n'ai pas ceci, je ne vais pas faire cela. Et je crois que l'ère dans laquelle nous sommes, il y a tellement de moyens de faire ce qu'on veut qu'au finish, la vraie question, c'est de se demander est-ce que je veux vraiment faire ce que je dis que je veux faire. Je vais m'arrêter là et écouter la fin, quoi. Merci. Ouais. En tout cas, Merci beaucoup. Merci. Alors, Samba, si tu es toujours là, je te vois pas. Parfait, très bien. Je t'ai entendu tout à l'heure parler des premiers clients. Oui, c'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Là, j'essaie vraiment de faire tous les efforts, même si j'ai faim pour parler très fort. Je ne sais pas si tu m'entends, mais je t'ai entendu tout à l'heure parler des premiers clients. Les premiers clients, donc lorsqu'on se lance. Donc, moi, ma question, c'est comment les trouver, les premiers clients, et quand on les a trouvés, comment les fidéliser? Ça s'est passé comment de ton côté? Alors, de mon côté, bon, moi, en fait, comme je l'ai dit, on était plutôt dans un Fab Lab, donc du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait l'habitude de tester, quoi. Dans un Fab Lab, comme Abdelhad l'a dit tout à l'heure, on a plutôt un esprit maker, c'est-à-dire on se disait, voilà, on teste, on essaie de faire, et après, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est avec ça que maintenant, moi, dans le premier temps, j'ai dit, OK, avant tout, on va essayer de faire des sites ou bien des applications pour ceux qui en ont besoin. Et moi, je me rappelle, le premier site que j'ai fait, c'est le site de notre école, que j'aimais pas trop, que j'ai rebuildé en fait. Donc, je me suis dit, voilà, le site, je ne l'aime pas et j'étais pas si fier quand on regarde le site de mon école et que c'était pas si top, je l'ai refait. Et c'est ça qui m'a permis après de démarcher certaines personnes, de leur dire, voilà, vraiment, on peut faire ceci, on peut faire cela. Et la première question qui revient tout le temps, c'est est-ce que vous avez une fois fait quelque chose? Si c'est une application mobile, est-ce que vous avez une fois fait une application? Si c'est un site, est-ce que vous avez fait un site? Après, voilà, c'est comme ça. Et moi, ça me permettait de garantir, de montrer ça à une personne pour lui montrer carrément qu'on pouvait le faire.
Et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers clients. Moi, j'ai eu mes premiers clients en tant que freelance. Et je me dis tout, ce que j'ai à dire aussi, c'est que le premier client, c'est lui qui va faire votre publicité. Moi, bon, je suis quelqu'un qui ne communique pas trop, qui ne fait pas de publicité sur ce que je fais et tout, parce que je me dis que si le client est satisfait de ce que j'ai fait pour lui, c'est cette même personne-là qui va me rapporter d'autres clients. Et aujourd'hui, c'est tout ce même process-là. Et que les clients que j'ai eu à la base, j'ai tout fait pour qu'ils soient satisfaits de ce que j'avais à leur faire. Même si au début, ils ne me payaient pas tout ce qu'il faut, mais je me dis, OK, je fais en sorte que ce qu'ils m'ont demandé, que ce soit bien fait et qu'ils sont satisfaits. Et après ça, maintenant, je leur demande juste, voilà, si vous avez des connaissances ou si vous avez d'autres entreprises qu'ils font, voilà, vous pouvez leur donner soit notre prestation, notre présentation et tout. Et aujourd'hui, grâce à ça, Dieu merci, en fait, j'ai eu un carnet d'adresses que j'ai eu et j'ai pas eu trop besoin de faire la communication. La plupart de mes clients que j'ai aujourd'hui, c'est par recommandation. Oui, c'est telle personne qui m'a donné votre carte ou bien c'est telle personne qui m'a parlé de votre service. Donc, et nous, aujourd'hui, ce qui se pose au Sénégal, c'est quoi le problème? Quand on est jeune, on aime trop se faire de l'argent vite fait, ou passer de 1 à 100 d'un seul coup. Et la tendance aujourd'hui, c'est que les gens, bon, on communique sur les réseaux, on crée des contenus, on essaie de se faire connaître, on essaie de faire ceci, mais on peut tout le temps communiquer sur les réseaux, mais tant qu'on n'a pas quelque chose de concret qu'on a réalisé pour une personne, qu'on puisse montrer à une autre personne et que cette personne-là, une fois satisfaite, nous recommande une autre personne, voilà, moi je me dis qu'on n'a pas encore fait le boulot, quoi. Moi, en tant que freelance, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Faites en sorte que votre client soit satisfait et lui-même, il va vous rapporter d'autres clients et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête ou de faire beaucoup de communication sur ce que vous avez à faire. Oui, merci beaucoup, Samba. On dit souvent qu'un client satisfait, c'est la meilleure des publicités. 1 minute chrono avec Abdelhad qui doit nous quitter. Moi, j'aurais une toute dernière question à lui poser. En tant qu'entrepreneur, Abdelhad, quel est ton impact aujourd'hui dans la société actuelle où tu évolues? Et vu que tu nous quittes, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancé et qu'aujourd'hui tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent et qui éventuellement souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat? 2 questions pas faciles, hein. Déjà, il faut savoir que pendant longtemps, je refusais qu'on m'appelle un entrepreneur ou je refusais de me définir comme tel, car je n'étais pas sûr de la définition de ce terme. C'est comme quand quelqu'un dit c'est un prophète ou bien c'est un imam. Pour moi, ce sont vraiment des termes très lourds. Ouais. Donc, dans un premier temps, c'est ça. Maintenant, sur la base de plusieurs discussions, je pense que je suis venu à m'acclimater ou bien à m'habituer à ce terme pour définir en cela quelqu'un qui essaye de transformer ou bien de changer quelque chose. Et sur la base de l'objectif de changer quelque chose, moi, ce que j'essaie de faire, à titre personnel d'abord, c'est d'aider les gens qui en ont besoin avec les moyens qui sont à ma disposition. Et le premier moyen que j'ai, c'est mon temps. Mon temps. Le deuxième, c'est ma connaissance. Et à travers cela, aujourd'hui, le principal secteur dans lequel j'investis avec Volcano, c'est l'éducation. Le deuxième secteur, ce sont les ressources humaines. Autrement dit, le fait de pouvoir insérer quelqu'un qu'on a formé. Parce que je crois fondamentalement que former quelqu'un et ne pas pouvoir l'insérer, vous n'avez pas fait le travail complètement. C'est ce que je crois. Après, l'insérer ne veut pas forcément lui dire lui trouver un emploi, mais c'est de lui trouver une porte, une opportunité pour accéder à l'emploi. Et donc, pour nous, à Volcano, c'est souvent, très souvent, le stage. Et en termes d'impact, je ne peux pas malheureusement mesurer tout l'impact que nous apportons aux gens avec qui nous collaborons ou bien aux gens que nous formons. Mais je peux donner quelques chiffres. On a, depuis 7 ans qu'on travaille, on a permis de former plus de 5000 personnes. On a permis à plus de 500 personnes de travailler et de manière directe, on en a formé plus de 1500. Aujourd'hui, in fine, on a 45 collaborateurs et il est rare aujourd'hui au Sénégal d'aller dans des entreprises où vous ne trouvez pas quelqu'un que nous avons formé. Et c'est ça actuellement notre fierté. Et là, on commence à avoir des entreprises internationales qui nous contactent pour nous dire est-ce que vous avez des profils disponibles dans tel domaine ou bien est-ce que vous connaissez des profils plus expérimentés dans ce domaine. Enfin, donc ça, c'est peut-être pour donner l'impact en termes de chiffres.
Mais si je peux peut-être raconter une anecdote, c'est il y a une de mes collaboratrices, cette année, chaque année, nous, dans notre philosophie, on augmente les salaires des collaborateurs, surtout les plus performants. On a augmenté son salaire et ce sont ses parents qui m'ont appelé pour me remercier. C'est quelque chose qui peut sembler anodin. Ça peut être une petite augmentation symbolique, mais cette action-là, quand vous la faites, ce que ça fait dans le cœur des gens, c'est difficile à toucher. Mais ce jour-là, j'ai senti vraiment, en tout cas, l'impact justement de cette simple action, qui est peut-être le résultat d'une année d'effort de toute une équipe, mais qui vraiment permet à des gens que vous ne voyez pas physiquement de prier pour vous, de vous souhaiter d'avancer et de réussir. Et enfin, le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne et qu'on peut-être m'a pas donné, c'est peut-être ne vous isolez pas. Parce que moi, naturellement, je suis quelqu'un d'assez casanier. Abdoudien sait de quoi je parle. Au départ, j'étais dans mon coin, tout seul. Mais après, j'ai commencé à fréquenter les Abdou, les Youssou de Wikari, les Omariam. Pardon? Il était très sauvage avant. Ah ouais, ok, bon. Ça, je ne vais pas répondre à cela pour le moment. Mais j'étais très isolé dans mon coin. Je ne connaissais pas beaucoup de monde. Mais en allant plus vers les gens, j'apprenais beaucoup plus de choses. Et en apprenant plus ces choses-là, ça ouvrait des portes et plus d'opportunités. Donc, le conseil que je peux donner, c'est ne vous isolez pas. Et le deuxième, pour terminer, comment dire ça encore? Ne laissez pas les messages extérieurs supprimer les messages intérieurs. Autrement dit, actuellement, il y a beaucoup de bruit dans les médias, dans les télés, dans les réseaux sociaux. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et malheureusement, on passe tellement de temps à écouter ces bruits-là qu'on passe peu de temps à s'écouter soi-même, à écouter notre fort intérieur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'on n'aime pas faire? Tout à l'heure, Oussé nous parlait du fait qu'il a vu beaucoup d'opportunités, mais il en a choisi une qui le tenait vraiment à cœur et il se bat pour ça tous les jours et il essaie de le faire grandir avec son équipe. Et moi, c'est ce que je vais dire en fait. Écoutez votre propre voix interne, trompez-vous, apprenez et recommencez. Et rendez-vous au sommet, n'est-ce pas? Ok, bah oui, mais Abdou Khader, c'est hyper intéressant. Donc, bon, donne-nous 4 minutes. En fait, bon, restez 4 minutes ou 5 minutes. On va terminer sur un tour de table. Mais on voulait juste savoir, en fait, par exemple, y a-t-il des moments de faiblesse et comment restez-vous motivé, en fait? Oui, il y a des moments de faiblesse. Hein. Là, au moment où je vous parle, j'ai sommeil, pour vous dire, parce que je suis fatigué. Et en général, à cette heure-ci, je suis prêt à dormir. Et j'ai tout fini parce que le lendemain matin, je commence à fonctionner assez tôt. Ça, c'est un premier moment de faiblesse physique, mais il y a aussi des moments de faiblesse, on va dire, émotionnels. C'est comme Abdou Dien qui le disait tout à l'heure, tu te bats pendant 3 ans, ou même Mohamed Dien l'a aussi dit, tu te bats pendant 3 ans pour quelque chose, pour une idée, et à la fin, tu n'as pas ce que tu veux. Et quelquefois, quelque part, tu donnes raison aux gens qui disaient non, tu n'aurais pas dû faire ça. Donc, il y a vraiment une relation émotionnelle entre vos émotions et ce que vous faites et votre environnement immédiat. Il faut le dire ici, je ne sais pas vous, mais les gens ne vous encouragent pas à entreprendre. Après, moi, je suis l'inverse de ces gens-là. Autrement dit, un jeune qui vient me dire je veux entreprendre, je lui dis vas-y, trompe-toi, apprends et reviens me voir. Parce qu'il y a de ces choses, tant qu'on ne les fait pas, tant qu'on ne les vit pas, on ne peut pas les comprendre. Mais in fine, quand je me sens démotivé, fatigué, tout ça, j'ai 2 sources de motivation. Enfin, j'en ai 3. J'ai nos investisseurs, parce qu'à Volcano, on a des investisseurs. J'ai la famille, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, mais surtout la vraie source de motivation que j'ai au quotidien, c'est mon équipe. On a constitué une équipe de jeunes personnes qu'on a formées, qui sont extrêmement braves, qui sont extrêmement courageuses, patientes, persévérantes et endurantes. Et chaque jour que Dieu fait, rien que tout à l'heure, j'étais au bureau, en repensant à leur apport dans le groupe, à leur apport quotidien, je suis juste sidéré, quoi. Moi, je suis pas des Sénégalais qui disent Sénégal de dames. Je suis tout l'inverse de ça. Sénégal des dames par force. Inch'Allah. Ok, Merci beaucoup. Merci. Moi, j'aimerais bien, Gora, avoir un avis différent. Une personne qui gère autrement les moments de faiblesse, justement. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde.
Et portez-vous bien. Merci Ok, beaucoup. bon, Merci en beaucoup, fait, bon, Abdelkader. merci beaucoup. Hein. En fait, bon, merci beaucoup encore une fois à M. Abdelkader. Hein. On sait que tu n'avais pas assez de temps à nous donner et tout. Merci beaucoup par rapport à ça. Bon, nous, on va finir bon, d'ici 15 minutes au max. On va juste avoir certains pressentiments. En tout cas, merci beaucoup en tout cas pour cette disponibilité et tout. Et aussi, tu es très humble. Hein. Oui, moi, je te connais depuis. Donc, et en tout cas, bonne soirée et on se check après, Inch'Allah. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Salam Oui, alaikum. bon, les gars, on va faire vite fait et on va terminer. Donc, Suzanne, tu disais. Oui. Alors, je disais pour la question de Abdelkader, est-ce qu'il y a une autre personne, il y a une personne ici qui gère autrement les moments de faiblesse, puisque nous sommes tous différents. Est-ce qu'il y a une personne ici qui voudrait aujourd'hui nous parler de comment il gère au niveau confiance en soi les moments de faiblesse, les échecs? Donc, Binta peut-être, Abdoudia. S'il est toujours là, Abdoudia, je ne le vois plus. En fait, bon, moi, je pense que donc, quelqu'un pour nous partager ça, et je vois que vous voyez, donc, bon, peut-être Binta, vous pouvez nous en parler de ça? Les moments de faiblesse et comment tu as géré ça et tout? Ah bah oui, il y en a tout le temps des moments de faiblesse. Ça, c'est le quotidien de l'entrepreneur ou bien, en tout cas, de la personne qui s'investit dans son propre business. C'est toujours des hauts et des bas qu'on vit régulièrement. Mais je le dis et le redis encore, qu'on soit endurant et surtout qu'on soit passionné. Donc, c'est ça qui te retient dans le business que tu fais. Moi, par exemple, quand j'ai débuté dans la distribution de produits halieutiques, j'étais une femme. Donc, je suis tombée dans un milieu qui est majoritairement rempli d'hommes. Donc, étant débutante, donc forcément, beaucoup pensaient que donc, ils pouvaient facilement prendre, bon, utiliser leur expérience pour me soutirer de l'argent, etc. Mais bon, j'ai été assez prudente quand même pour ne pas donner mon argent à n'importe qui, faire confiance à n'importe qui. Donc, heureusement, je ne suis pas tombée dans dans les mains de certaines personnes. Mais malheureusement aussi, il y a des personnes qui m'ont eu dans leur jeu et ça n'a pas bien fini malheureusement. Mais je le prends du côté positif parce qu'on n'apprend pas on n'apprend pas beaucoup quand on réussit tout le temps. Ce n'est pas nos réussites qui nous font apprendre. On apprend plus quand on échoue. On apprend plus de nos échecs. On apprend plus quand on perd surtout de l'argent. Donc, quand on perd de l'argent, l'argent, c'est ici. Donc, quand on perd de l'argent, on apprend forcément. Donc, ça aussi, ça m'a permis d'avoir plus d'expérience, de pouvoir savoir ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. Et c'est comme ça, en fait. Donc, c'est des choses qu'on doit accepter, de tomber, mais de nous relever encore pour refaire, pour éviter de faire la même erreur, d'essayer encore autre chose pour atteindre ses objectifs. C'est ça, en tout cas, moi, c'est mon quotidien. Donc, je suis toujours à mes débuts dans l'entrepreneuriat et je ne cesse de me casser la tête. Je ne cesse de tomber, mais je me relève toujours parce que c'est ce que je veux faire. Donc, peu importe le chemin que je vais prendre, je dois l'atteindre. Donc, que ça soit épineux, que ça pleuve, que ça neige, je dois être là et continuer le chemin jusqu'à atteindre mon objectif. C'est de construire cette application décentralisée que doit être bleue comme la mer. J'ai lancé parallèlement d'autres entreprises. Donc, toutes ces choses-là doivent réussir tel que je l'ai imaginé. Donc, pas forcément, ils arriveront comme je l'imagine, mais peut-être mieux ou peut-être moins. Mais je vais continuer quand même le travail jusqu'à avoir atteindre l'objectif ou bien même me rapprocher de l'objectif que j'ai visé. Voilà. En tout cas, Excellent.
Ah, c'est génial, en fait, Et quoi. je- Bon, oui, bon, on va arrêter donc ok. sur ça. Bon, en fait, le temps était contre. Bon, ça veut dire qu'on a, oui, on a dépassé même en fait les 1h30 qu'on avait et tout. Oui, dans l'union, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de connaissances qui sont sorties. Binta, franchement, c'est quelque chose de bon. On a beaucoup aimé en fait cette intervention juste aussi. Donc, ce qu'on va faire, non, on va faire un tour de table. En fait, et aussi en même temps, mot de la fin. Abdou, tu es là. Bon, si tu peux activer ton micro et aussi ton caméra pour qu'on termine avec tout ça. Bon, la question qu'on aimerait que vous répondiez va être les conseils que vous aurez aimé qu'on vous donne en fait quand vous lancez. Donc, et ça va être aussi un message que vous allez lancer à l'ensemble des personnes qui vont entreprendre, peut-être les gens qui sont en couple aussi qui veulent entreprendre et tout. Donc, on va commencer par Samba. Ok, merci Hugo. Merci Tu Hugo. Et peux... déjà, Samba, tu m'entends? oui, Ok, oui, oui, Samba, oui. Sandra, vous La m'entendez? On t'attend actuellement, la oui. question Oui, alors si tu peux en même temps nous dire, moi c'est une question qui me tient à cœur, même si Gora l'a snobé, je la repose quand même, l'impact que tu as dans ta société, toi en tant qu'entrepreneur, si tu peux nous en parler très rapidement et nous dire, donc comme l'a fait Abdelhad, le conseil que tu aurais aimé avoir quand tu es à tes débuts ou là, et que tu n'as pas eu et que tu souhaiterais donner justement à ceux qui veulent se lancer. Ok, d'accord. Bon, je vais essayer de clôturer avec ça en répondant à ces deux questions. Donc, l'impact je dirais plutôt, en fait, c'est côté social, en fait, l'impact social, parce que moi, quand je fais quelque chose et que ça impacte une personne, je me dis, voilà, ça va, parce que depuis fort longtemps, je voulais lancer même une plateforme Offlinaltech qui était dédiée à tout ce qui est Offlinaltech. Et aujourd'hui, c'est une des raisons qui a fait que j'ai rejoint Simplon parce que là, on est plus trop dans l'impact. Parce que, comme on le sait, en Afrique, c'est pas simple et j'ai l'habitude de le dire. Pour moi, aujourd'hui, accompagner une personne dans mes prestations, dans mon quotidien en coaching, je me dis tout le temps que chaque personne que j'accompagne et qui réussit son business ou qui est certifiée dans une formation que je le mentor, c'est une famille qui est heureuse. En tout cas, l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, quand une personne réussit dans une famille, on le connaît dans la réalité africaine, c'est pour toute la famille. Donc, pour moi, l'impact, c'est plus ça. Plus que à chaque fois que je reçois des messages, oui, merci de m'avoir aidé à lancer mon site, merci de m'avoir coaché sur cette formation-là. Pour moi, c'est déjà plus que même le salaire que je gagne ou bien plus que la facture que je reçois à la fin de cette prestation-là. Parce que c'est toujours émouvant de voir que tu as un impact dans la vie d'une autre personne à la fin qui va impacter toute une famille. Et maintenant, ce que j'aurais voulu avoir comme conseil au début, c'est que, voilà, avoir une idée exacte de les stratégies, comme toi, l'a dit. Parce que quand on se lance, nous, on se lance avec une idée. Oui, on a une idée, on veut se lancer, mais au fond, on ne sait pas exactement comment. Et aussi, après, une fois qu'on a cette somme-là, comment on le gère. Par exemple, tout à l'heure, quand on parlait de comment on gagne de l'argent, moi, j'ai participé à pas mal d'hackathons, à pas mal de programmes d'incubation. Et parfois, en fait, bon, j'ai eu à avoir quelques fonds d'amorçage, en fait, et ça m'a permis d'acheter des équipements, ça m'a permis d'avoir des outils avec quoi je travaille. Maintenant, ce qui est juste compliqué, c'est cette gestion-là, comment faire tourner cet argent-là. Si on n'a pas un mentor, comme Hussein l'a dit, moi, heureusement, j'avais un mentor à côté qui m'explique que voilà, c'est ça, cette somme-là, il faut le gérer ceci, il faut le gérer cela, ça va disparaître. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a l'ADER qui est là, qui finance par exemple certains jeunes. Il y a Orange Startup qui finance certains projets à autour de 10 millions et tout. Mais au final, on voit toujours que cette somme-là disparaît parce que ces jeunes-là n'ont pas tout ce qu'il faut en fait, n'ont pas un accompagnement privilégié pour gérer cet argent-là ou bien pouvoir le fructifier. Donc, c'est ce conseil-là que j'aurais voulu avoir au début, même si après avoir eu des sommes ou après avoir lancé mon business, j'ai mon mentor qui m'a toujours dit fais ceci, fais cela, investis telle somme, investis telle somme. Et voilà, c'est un plus. Et juste pour attacher que mon premier investissement, je l'ai perdu. Et c'est comme Binta l'a dit, c'est compliqué, c'est dur, mais on le fait tout le temps.
on investit parfois sur un business, on investit sur un projet parce qu'on pense que ça va marcher, mais ça va capoter. On va juste prendre sur nous-mêmes et avancer, quoi. Donc, étant jeune, il y a un âge, dès qu'on l'atteint, on ne peut plus tester. Quand on est jeune, bon, je me dis que on peut tester, on peut échouer, et après, on a encore le temps de refaire autre chose, quoi. Donc, n'ayons pas peur de tester nos idées, n'ayons pas peur de se lancer dans quelque chose qui nous passionne. Et avec le temps, on va voir que tant qu'il y a l'amour, ça va réussir. Et merci beaucoup à tout le monde. En tout cas, Samba, c'est très poignant. En fait, c'est conseil, hein. C'est hyper intéressant. Bon. Et c'est quelque chose qui montre que ça va beaucoup aider aussi à beaucoup de gens. Donc, on va passer sur Mohamed. Bon, de manière assez résumée, ton mot de la fin et qu'est-ce que tu aimerais qu'on te conseille? Alors, par rapport au conseil, je vais peut-être commencer par l'impact parce que moi, quand j'ai fermé mon entreprise en 2020, donc par rapport à la question comment gérer les moments difficiles, je suis parti à Thiès, je suis resté là-bas pendant 1 an pour prendre du recul par rapport à la prochaine étape et pour me ressourcer parce que ça m'avait pris beaucoup d'énergie, c'était compliqué émotionnellement, physiquement aussi. Et durant ce temps-là que j'ai découvert l'équipe, donc je me suis intéressé à ça. Je suis resté là-bas, j'ai appris matin, midi, soir par rapport au crypto, par rapport à comment ça se passe. Maintenant, quand je suis revenu à Dakar en janvier 2022, je me suis dit que nous, par rapport à l'écosystème sénégalais, c'est le moment de se lancer dans les cryptos parce que dans les autres pays, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Maroc, il y a des choses qui se font alors que nous, on est encore là à traîner. Donc, j'ai lancé Sendblock pour faire la promotion des cryptos. Depuis lors, on a fait des formations avec l'ADER, avec l'USAID, avec l'Institut français parce que à la fin, ce que j'ai voulu faire avec Sendblock, c'est avoir de l'impact. Donc, permettre à des jeunes qui n'avaient pas de possibilité de financement d'avoir accès à un outil qui va leur permettre d'avoir de la liberté financière. Parce que comme il l'a dit Hussein au début, à la fin de la journée, il faut se demander quelle est ta mission sur Terre. Et moi, je dis qu'il y a les cryptos, c'est une possibilité pour les jeunes d'avoir de la liberté financière et de prendre en charge leur vie et de ne pas être sous pression. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de pression sur les jeunes, surtout les gens qui n'habitent pas à Dakar. Il faut avoir une maison, il faut trouver une femme, il faut avoir des enfants, il faut trouver des choses. Et moi, par rapport à Sendblock, c'est dans cette logique-là de faire des formations et de leur montrer qu'il est possible d'être jeune et de trouver sa voie, autant financièrement qu'émotionnellement. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui fait il y a beaucoup de pression sociale, surtout sur l'aspect financier. Et moi, avec Sendblock, je leur offre cette possibilité-là et je vais essayer de leur apprendre à se débrouiller avec les cryptos pour investir, et avoir quelque chose qui peut être bénéfique pour eux sur le moyen terme et sur le long terme. Donc, ça, c'est par rapport à l'impact. L'autre question par rapport au conseil, parce que moi, au début, ce qui m'aurait peut-être vraiment aidé, c'est qu'on ait plus confiance en moi. Donc, parfois, c'est comme il l'a dit à Boukhar, il y a beaucoup au Sénégal, on ne t'encourage pas quand on est entrepreneur. Mais moi aussi, toujours dans cette logique de give back, d'aider, d'accompagner, moi, j'encourage les entrepreneurs. Donc, quand quelqu'un vient me dire qu'il a un projet, qu'il veut faire des choses, je lui dis que tu es jeune, tu as encore le temps. Donc, quand quelqu'un entre 20 et 30 ans, comme l'a dit Samba, il a encore le temps, il est jeune, il a le droit d'expérimenter. Ce droit d'expérimenter-là, c'est comme si après l'école, on te le refuse, alors que c'est une phase cruciale où il faut expérimenter le maximum de choses pour qu'après qu'on ait 30 ans, 40 ans, on puisse savoir exactement ce qu'on veut faire. Parce que la vie ne se limite pas à aller travailler seulement. Même si on travaille dans une entreprise, il faut savoir pourquoi on travaille dans cette entreprise et quels sont mes objectifs sur le moyen, sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Et aux jeunes, je vois beaucoup de jeunes, même qui sont en entreprise, à qui on refuse le droit d'expérimenter parce qu'on ne leur fait pas confiance. Et moi, je dis que quand on ne vous donne pas cette possibilité d'expérimenter des choses, de découvrir et de montrer ce que vous voulez faire, on vous refuse un droit. Et c'est à vous de faire un choix par rapport à ce que vous voulez sur le long terme. Et en fonction de ce choix-là, vous l'assumez, même s'il faut aller seul. Parce qu'à la fin de la journée, que vous ayez échoué, que vous ayez réussi, il y aura un gain quelque part. Et c'est cette valeur ajoutée-là que vous aurez acquis en traversant ce désert-là. Il y aura personne d'autre qui pourra l'avoir parce qu'il n'a pas fait il n'est pas passé par le même chemin. Et ça a de la valeur, même si au Sénégal, ils disent que ouais, tu as perdu beaucoup de temps, mais entre-temps, ce que tu as valorisé, ce que tu as eu comme valeur ajoutée, ça se verra peut-être dans 10 ans, 15 ans, au moment où d'autres, ils sont dans une entreprise et qui ne vont plus évoluer professionnellement, alors que toi,
tu seras dans d'autres horizons parce que tu as quelque chose que les gens n'ont pas pu avoir parce que tu as eu le temps d'expérimenter. Donc, c'était les mots de la fin. Oui, en tout cas, c'est touchant quand même toute l'histoire, ce qui t'arrive et tout. C'est hyper intéressant quand même et c'est motivant en fait pour les gens qui veulent entreprendre dans l'avenir. Et Binta, tu es là? Ok, donc on lance avec Ousseynou. Donc, c'est nous, ton mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme conseil? Ok, bon, d'abord, bon, merci beaucoup à toute la communauté Telenet. Merci beaucoup à Gora. Moi, bon, j'ai pas des conseils hein, parce que je suis pas bien placé pour conseiller, mais juste une suggestion ou bien ce que j'aurais aimé au début, c'était bon, de dire aux jeunes de se former, quel que soit le domaine. Par exemple, si vous décidez d'entreprendre dans un domaine, il faut se former dans un domaine, ou bien aller dans une entreprise qui fait après la même chose et d'apprendre avec des mentors. Ça, c'est important. Côté impact aussi, par exemple, il faut regarder sur YouTube pour savoir. Par exemple, quand je débutais mes tutos en Wolof, il y a beaucoup de gens qui disaient comment se former en technologie, dans les technologies en Wolof, tout ça, ça va pas marcher. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de même YouTubeurs qui faisaient des formations en français, mais aujourd'hui, ils le font en Wolof. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous avons pu faire, moi et Monique. Je remercie aussi Samba, il est mentor chez Kharal aussi. Il aide beaucoup, il nous a aidé beaucoup, il aide aussi nos apprenants. Donc, ce que je dis toujours, donc allez se former, apprendre de nouvelles choses, formez-vous, testez des choses, n'ayez pas peur. Et n'écoutez aussi souvent bon, des experts consultants comme ça qui vont vous dire, bon, voici la seule manière de réfléchir. Moi, je ne suis pas ce genre de personne, j'aime tester, j'aime aller voilà, droit au but. Si je creuse, c'est bon. Si ça ne marche pas, j'apprends et j'avance aussi. Quoi. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. Bon, en tout cas, merci beaucoup, hein, Ousseynou. Hein. Bon, toi, on se connaît, ça fait toujours plaisir de t'avoir. Hein. Donc, en tout cas, on magnifie beaucoup le travail que tu es en train de faire au niveau de la communauté Wolof et tout. Donc, c'est idem que comme Mohamed, hein, on te suit, Samba et tout. Donc, Binta, bon, en fait, comment dirais-je, Abdou Seydien, Abdou Dian, est-ce que tu peux... Oui, Est-ce oui, que... oui, je suis là. Alors, ce qui se passe, moi, je vais juste vous donner une phrase de Félix Leclerc qui disait qu'il y a beaucoup plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. C'était mon mot de la fin. Ensuite, par rapport au seul petit impact que je pense pouvoir avoir, c'est que sachez que tous les samedis, mon bureau est ouvert à tout le monde. J'ouvre mon bureau j'ouvre mon bureau au moins de 9 à 14 heures et je reçois que les entrepreneurs. On se pose sur leur stratégie d'entreprise, on se pose justement sur leur vision et on fait en sorte justement de se voir dès qu'un exercice a été accompli. La seule chose que je veux éviter, c'est que dans 10 ans, qu'on puisse venir me dire, les grands, l'an venu defaloon damay bañ ko ma joxoñ ëllëg lu mu mën a maye ci xam-xam ci li ma jot jàng ak li ma jot xam ak liggéey je le donne gratuitement. C'est la seule chose que je peux donner aujourd'hui. Donc, vous avez tous, si vous le voulez bien, un peu de mon temps tous les samedis matins. Donc voilà. Merci à tous. Bonne soirée et bon week-end. En tout cas, merci beaucoup, hein, grand Abdou, c'est touchant et aussi, en tout cas, c'est ça qui fait en fait la richesse de la communauté sénégalaise, hein, leur envie de partager, leur envie d'aider et tout. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour la disponibilité et tout. Donc oui, et tu me donnes toujours Ibrahim Mbouchka, qui a aussi cette niaque de partager et tout. Donc bon, Suzanne, donc on termine avec Binta avant de te laisser collecturer et tout. Binta, mot de la fin. Oui, je suis là. Bon, je pense que les mentors ont vraiment tout dit. Donc, pour répondre juste à la question de quel conseil j'aurais aimé recevoir à mes débuts, bon, ça, peut-être j'aurais préféré ne pas répondre à cette question parce que je suis toujours débutante dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai pris note déjà de ce que le tour de table, Mohamed, Ousseynou, Samba, les deux Abdou,
on dit. Donc, je vais mettre en pratique vraiment ces conseils. Mais surtout, ce que je voudrais y ajouter aussi, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou bien dans un business, que ça soit pas la première motivation, soit pas l'argent. Donc, ça, c'est important parce que quand on n'y trouve pas l'argent, donc on a tendance à partir. Donc, soyez toujours motivé par autre chose en premier, mais pas l'argent. Donc, l'argent, toujours, c'est une bonne motivation, mais pas en priorité. Ne mettez pas en priorité l'argent. Donc, que ça soit la passion ou bien l'impact que vous pourriez avoir, ça peut être de très bonnes motivations. Mais si c'est l'argent, donc quand vous ne trouvez pas l'argent, vous avez toujours tendance à perdre. Donc, c'était juste un mot que je voudrais laisser peut-être aux futurs entrepreneurs ou bien aux personnes qui pensent déjà, qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et encore merci pour l'invitation. C'était vraiment un honneur et j'ai beaucoup appris de l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. En tout cas, merci beaucoup à toi. Bon, c'est à nous aussi de te remercier de ta disponibilité. Bon, je remercie aussi à Suzanne qui était très disponible aussi à venir dresser l'ensemble des questions qu'on a posées. Donc, c'est elle qui l'a dressé et l'a posé et c'était tellement pertinente. C'est grâce à tout ça, à ces questions qui sont pertinentes qu'on peut en fait avoir beaucoup d'informations sur ce que vous faites, ce qu'on doit faire, comment on doit faire pour pouvoir bien entreprendre et tout. En tout cas, merci aussi à elle et merci à tout le monde. Suzanne, dernier mot. Et bon, je vous dis que la prochaine fois, le webinaire qui va venir, ça va porter sur la cybersécurité. Donc, Suzanne, de ton dernier mot. Oui, merci à toi, Gora, pour la confiance, pour l'invitation. Merci à tous. Merci à tous nos invités. J'ai entendu une citation qui disait que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité à la vaincre. Et je pense que vous permettez aujourd'hui d'affirmer cette citation. Moi, je suis honnêtement admirative. Personnellement, je n'ai pas forcément la fibre entrepreneuriale, mais pour les gens qui l'ont, pour les gens que ça intéresse et qui ont été là, que je connais, qui m'ont fait des retours, honnêtement, ce moment d'échange a eu un impact très positif sur eux. Par l'occasion, je vous remercie de leur part pour ce partage. Je trouve que c'est très généreux. Ce que vous faites tous mais honnêtement, l'impact que vous avez sur la société sénégalaise en ce moment, il est magnifique. Donc, communiquez plus sur ce que vous faites à les gens autour de vous, parce qu'il y a peut-être des gens qui souhaitent se lancer, qui sont dans des coins un peu reculés du Sénégal, qui n'ont pas accès forcément à l'information, qui ne connaissent pas, par exemple, Abidjan, qui ne savent pas, qui peuvent se déplacer aujourd'hui à Dakar pour avoir une personne expérimentée qui partage gratuitement sa connaissance. Peut-être qu'ils ne connaissent pas où c'est nous. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent mettre en place un business plan Wolof, justement. Donc, essayez de vulgariser un peu plus ça. Mais honnêtement, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Moi, je suis une amoureuse du Sénégal. Donc, j'apprécie et j'aime beaucoup les gens qui aiment leur pays et qui ont un impact positif sur leur pays. Donc, j'essaierai personnellement d'avoir contact avec vous et le garder. Surtout, merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à Gora qui a permis aujourd'hui d'avoir cet échange. Merci à Community Telenet pour tout ce que vous faites. Voilà, excellente soirée à tous. Et merci à nos invités. Tous qui ont été là, il y a des gens que je reconnais, d'autres que je ne connais pas. Donc, voilà. Les amis, je mets juste ma tête pour pouvoir vous demander vos coordonnées professionnelles et vos réseaux sociaux pour les participants. Il y a quelqu'un qui demandait pour Mohamed Djan, mais je vous invite tous à mettre vos coordonnées, s'il vous plaît. Oui, au niveau du chat, quoi. Oui, en tout cas aussi, bon, merci beaucoup à Ibrahima. Bon, vous le connaissez tous. Donc, lui, c'est notre geek de Google, de Azure, notre MVP. Donc, il est très disponible. Et moi aussi, c'est mon mentor. Hein. Donc, chacun a son mentor, quoi. Ok, les gars. Donc, vous pouvez mettre vos coordonnées au niveau du chat. Après aussi, en fait, je vais les partager aussi. Ils sont hyper disponibles, hein, ça, je vous le dis. En tout cas, merci beaucoup à Samba. Donc, Samba, ça fait un bail. Hein? Donc, les codes. Go, ça fait longtemps. Ouais, ça fait un bail. Et Binta aussi, hein, nous. Franchement, ça fait un plaisir.
Donc, de vous revoir vous tous hein, et aussi de parler avec vous, c'était hyper intéressant. Franchement, c'était hyper Oui, intéressant. c'était super intéressant. C'est pour ça, mon Franchement. envie de dormir s'est arrêtée. Et donc, je vous remercie énormément pour ce que vous avez exposé jusque-là. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Merci à vous. Donc, merci beaucoup. Et bon, comme on dit, on a rendez-vous au sommet. Ok, oui, rendez-vous au sommet. Exactement. Merci à tous pour l'invitation. Merci. À bientôt. Bonne soirée.